Merci de m'inviter. Je suis le docteur Sikora, il y en a qui me connaissent. Je suis psychiatre et bipolaire. Faut que je parle plus fort. Ah mince, ok. Donc je suis psychiatre et bipolaire. Je suis d'abord bipolaire puis psychiatre. J'ai fait cette discipline parce que je trouvais que on n'était pas très bien soigné. Parce que moi, entre mes premiers symptômes et mon diagnostic, il s'est passé 15 ans. C'est une psychanalyste qui me l'a annoncé. Ça lui a pris 2 minutes. Je suis arrivé, j'ai dit, je comprends pas. Là, je suis dépressif, mais cet été, je faisais du sport toute la journée, je dormais pas de la nuit. Et elle m'a dit, vous allez voir mon collègue, c'est lui qui gère ce genre de problème. Mais comme si c'était une question de tâches sur une nappe, quoi. Genre, moi, je fais les tâches d'huile et puis mon collègue, c'est les tâches de gras. Donc, ça s'est fait très simplement. Et après, j'ai eu des médocs qui pouvaient pas vraiment marcher pendant 5 ans. Et j'ai été stable 5 ans après. Je suis bipolaire léger, moi. Ma maladie est légère. C'est-à-dire que je fais des dépressions tous les hivers, quoi qu'il se passe. Ça dure 6 mois. Puis quand je sors, je fais une phase un peu haute, une fois sur 2. Donc je suis malade 75% de ma vie sans traitement. Mais c'est léger, j'ai pas été hospice, il n'y a pas de problématique psychotique, il n'y a pas eu de tentative de suicide, j'ai 0 addiction. C'est pas parce que je suis fort, hein, c'est que j'aime pas ça, j'ai horreur de la clope, j'aime pas l'alcool. Et du coup, moi, l'idée, quand je voulais faire ce métier, c'était de m'occuper des patients avec des maladies lourdes, parce que vous savez mieux que moi à quel point c'est gênant. Et c'est ça qui fait que j'ai fait ce métier. Et quand il y en a qui me connaissent, maintenant je suis psychiatre libéral parce que j'étais avant au SPAL. En fait, moi, j'ai pas pu finir mes stages d'internat parce que j'étais pas d'accord avec avec les soins qui étaient faits. Donc j'ai appris avec le temps, là, dans la pièce, il y a des gens que j'ai suivis, que j'ai pas du tout aidés. Donc ça vous remet un peu les idées en place sur ce qu'il faut faire ou pas. Mais moi, j'étais toujours pour les patients essayent de faire ce qu'ils veulent faire. Et s'ils y arrivent, c'est très bien. Et s'ils n'y arrivent pas, on essaye de les aider. Mais c'était pas du tout mon boulot de dire vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Et donc, quand j'étais interne, quand vous êtes interne, vous devez suivre un peu les directives du médecin-chef. Et j'étais pas trop d'accord que ce soit sur les traitements ou sur les décisions de il sera capable de faire ci ou ça. Donc, c'était pas facile. J'ai pas fini un seul stage d'internat parce que mon humeur était pas stable et à cette époque, ça me faisait péter un plomb quand on faisait un truc avec lequel j'étais pas d'accord. Puis je suis arrivé en tant que médecin au SPAL et j'ai pu faire mes propres boulettes, mais j'étais toujours pas d'accord. Donc en fait, au SPAL, ça s'est un peu terminé dans la douleur parce que quand je suis arrivé, il y avait les soins de suite et il y avait des gens qui avaient prévu d'être en EHPAD en fait. On attendait qu'ils soient éligibles pour l'EHPAD à 65 ans. Ils en avaient 52 et on a fait sortir des gens qui devaient mourir à l'HP. En fait, honnêtement, le programme, c'était ça. Et j'aimerais bien vous dire qu'on a fait des trucs de fou avec de la pharmaco et tout machin. Mais en fait, on a fait du soin de base, quoi. C'est-à-dire qu'on a baissé les neuroleptiques, on a mis des régulateurs d'humeur. Donc tout le monde n'est pas sorti, mais il y en a une majorité qui sont sortis. Et au SPAL, donc pas tous, hein, et ça a changé, on est d'accord, je crache pas sur le SPAL, mais à cette époque, il y en avait qui étaient profondément contre cette idée, et on commençait à se battre plus, pardon, allez-y, je suis désolé, et on commençait à se battre plus, il n'y a pas de micro, bah non, j'ai pas de micro, et on commençait à se battre plus contre l'institution, contre la maladie, et je suis arrivé en libéral du coup. Je préfère le libéral parce que l'hôpital, c'est vraiment la réa pour moi. Genre, vous venez et vous êtes à moitié en train de mourir et on vous rafistole et vous sortez et vous pouvez sortir en fauteuil roulant, c'est pas un problème. Donc à l'hôpital, tout est facile. On peut mettre, il y a à mon avis aucun problème psychiatrique qui se règle pas avec une bonne dose de neuroleptique et du Xanax et vous pouvez faire sortir les gens à moitié capables de se concentrer, qui dorment 15 heures par jour, mais vous gardez les services vides et ça marche bien.
Et en libéral, c'est pas tout à fait pareil parce que si les gens prennent du poids ou s'ils sont fatigués ou s'ils peuvent pas bosser ou pas faire ce qu'ils veulent, eh ben ils reviennent et vous voyez que ce que vous faites marche pas et ça vous remet un petit peu les idées en place aussi, honnêtement. Ça vous apprend un peu à être un peu plus humble. Donc voilà, grosso modo, mon parcours c'est ça. Je me suis un peu manifesté sur les réseaux sociaux parce que quand vous avez un traitement en France, il n'y a pas de formation continue obligatoire pour les médecins. Dans la loi, c'est écrit, mais c'est pas vérifié. Il y a un permis à points et rouler à plus de 130 sur l'autoroute, c'est interdit, mais c'est vérifié. Et si vous enfreignez la loi, vous vous faites rattraper rapidement. En médecine, en France, c'est pas ça. On est un des seuls pays au monde, à ma connaissance, développé comme les autres, dans lequel il n'y a aucune surveillance de la formation médicale des médecins. Et donc, c'est pas que les médecins sont des glandos, hein, c'est que naturellement, si vous n'êtes pas puni quand vous faites quelque chose de pas bien et récompensé quand vous faites quelque chose de bien, le chaos s'installe. Ça marche avec les chiens, les hamsters, les médecins, avec tout le monde. J'ai un enfant de 2 ans, si on lui apprend pas ce qu'il faut faire ou pas, c'est l'apocalypse en 2 semaines. Et donc, en fait, les pratiques médicales en termes de prescription en France sont des traditions. C'est-à-dire que on donne du tertian, il n'y a pas d'études, on a un profil de tolérance qui est catastrophique, on a 0 étude quasiment, hein, mais c'est ce qui est prescrit à tous les ados, parce que ça fait 40 ans qu'on fait ça et que ça n'a pas bougé. Et vous avez du coup, à mon avis, sur le plan pharmaco, des choses qui sont faites qui sont au détriment des patients, très clairement, parce que les médecins ne sont pas à jour et parce que ça ne sert à rien de se mettre à jour. Parce que moi, je me suis mis à jour, je prescris à jour. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, on est d'accord, hein, il y a des fois, la théorie s'effondre sur la pratique et donc des fois, en théorie, c'était une très bonne idée, en pratique, c'était catastrophique. Mais il faut au moins pouvoir avoir le choix. En fait, je me suis mis à jour, donc j'ai prescrit des traitements qui sont connus dans d'autres pays, des traitements qui font pas grossir, qui donnent pas faim. Enfin, il y a une liste de traitements qu'on voit jamais prescrits en psychiatrie en France. Et la Sécu a estimé que c'était dangereux. Ils ont dit que j'étais décompensé, dangereux, etc. Donc en fait, moi, mon but, c'est de prescrire correctement. Et ça se substitue pas au reste de la prise en charge, on est d'accord. Je pense pas qu'on puisse sauver un trouble bipolaire avec juste du lithium. Clairement, et nous on le voit bien, si vous êtes stable mais que vous faites rien de la journée, que la maladie vous a pris toutes vos relations, qu'il y a plus de boulot, qu'il y a plus de plaisir, le lithium suffira pas. Et c'est là qu'il y a tout un panel de solutions dans les associations telles que les vôtres, etc. Donc j'insiste bien, hein, c'est pas parce que je ne fais que prescrire des médocs que je remets en question la nécessité de tout ce qu'il y a autour, mais c'est pour ça que j'ai été formé, hein, je veux dire, c'est pour ça qu'on paye les médecins, et si nous on le fait pas, je sais pas qui le fera, donc mon cheval de bataille c'est ça. C'est ces traitements-là qui m'ont sauvé, c'est-à-dire que j'ai eu les traitements du Vidal et pour la dépression bipolaire, c'est la kétiapine en premier. Donc, il y en a peut-être qui en ont pris. On se souvient tous de notre premier comprimé de kétiapine. Ça défonce un cheval, hein, c'est-à-dire que ça sédate comme jamais. J'ai un patient, on a appelé le SAMU après un comprimé de kétiapine. En fait, il dormait. Et il a dormi 24 heures. Le SAMU est arrivé, la femme était là, il est mort. En fait, il dormait juste, ils sont partis. Ça s'est bien passé. Et en fait, ça sédate tellement que dans l'étude qui a été faite, le laboratoire n'a pas mis un seul effet secondaire sédation. Il a mis sédation, fatigue, somnolence, léthargie. Et donc, au lieu d'avoir 95% de sédation, on a 30% léthargie, 50% somnolence, etc. Et c'est le seul traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché en France pour la dépression bipolaire. Donc, en fait, si les médecins et le système est appliqué tel qu'il l'est, vous prenez la kétiapine et si ça marche pas, vous payez tout le reste. Donc il y a une tolérance parce que le tertian on peut le donner, mais juste parce que c'est connu, pas parce que ça marche. Et donc en fait moi ça s'est terminé avec de la kétiapine, mais qui me donnait une faim obscène. Je sais pas, il y en a qui savent de quoi je veux parler.
où je me levais la nuit pour bouffer. Je pouvais faire un McDo, j'avais faim 2 heures après. Enfin, ça rend dingue. Et donc, j'ai pris de la metformine. Et ça, moi, je peux me la payer parce que j'ai de l'argent. Mais si le système est appliqué, les patients ne peuvent pas tous la payer parce qu'il y a des euros par-ci, par-là. Et à la fin, ça commence à monter. La kétiapine me sédate, donc j'ai pris des hormones thyroïdiennes. Donc, je suis à 250 microgrammes. Donc ça, si vous filez ça à quelqu'un qui n'est pas bipolaire, il dort pas de la nuit pendant 2 semaines, il est à fond. Moi, ça pose pas de souci, mais c'est hors AMM aussi. Et donc, en fait, moi, c'est ces traitements qui m'ont sauvé. Et il y a des patients qui ont galéré pendant 20 ans où on a juste mis un traitement de ce style qui était mieux en 2 semaines. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'il faut que les patients aient des traitements qui marchent et pas juste les traitements qu'on connaît. Et donc, il y a une vingtaine de molécules. Ah bah, moi, j'ai été shooté, je veux dire, la kétiapine, ça m'a shooté pendant des mois. Mais vu que j'étais bien, j'ai quand même gardé le traitement. Quand j'avais des effets secondaires en tant que patient, on m'a souvent envoyé bouler. C'est-à-dire que moi, j'avais pris du lithium et je pissais 3,5 litres par nuit. Donc, je dormais 4 heures. Et quand j'avais appelé le psychiatre, il m'avait dit « Attendez, ça va passer ». Et en fait, je pouvais pas trop attendre. Moi. Je peux pas dormir 3 heures par nuit pendant un mois. Donc, en fait, je pense qu'au niveau des effets secondaires, maintenant, je fais gaffe. Peut-être un peu trop. Il y a les patients qui se plaignent parce que je les pèse à chaque fois. Mais je pense que je fais plus gaffe parce qu'on les a connus. On fait plus gaffe quand on les a connus. Je pense que si vous mettez un peu de Loxapac au psychiatre interne pendant 2 semaines, vous avez des effets secondaires qui sont pas gérés de la même façon, quoi. Je veux dire, d'être shooté, c'est à mon avis invivable. Donc il y a la gestion des effets secondaires. Il y a le fait de se bouger le cul. Ou clairement, je le dis plus. Moi, quand je suis déprimé, j'arrête le sport, j'arrête de bouffer correctement, j'arrête de me laver. Enfin, je veux dire, j'arrête tout, quoi. Donc, il y a pas mal de discours qui sortent là où, en fait, il faut faire du sport, il faut faire l'activité physique, il faut se laver les dents tous les jours, etc. Et je pense que c'est bien que les gens aient l'info que oui, il faut pas tout laisser tomber. Mais quand on a connu le truc, on regarde avec un peu de prudence les discours qui sortent là, qui ne concernent pas la maladie mentale. Enfin, j'aimerais bien qu'il suffise de courir une demi-heure par jour pour pas être touché par la maladie, mais ça me paraît un petit peu optimiste. Donc il y a ça, il y a les études, parce que moi j'étais vraiment un connard prétentieux en sortant de l'internat, quoi. Je veux dire, il y a les études, ils vous disent c'est ça. Et il n'y a pas marqué en bas, oui, mais cette étude est pourrie parce qu'il y a ci ou telle nuance, etc. Et du coup, moi, je me suis pointé, j'ai appliqué les études sur moi et ça n'a pas marché du tout. Et j'ai essayé avec les patients et ça n'a pas marché du tout. Donc maintenant, je dis pas, il faut faire ça. Je dis, il y a 2 études qui montrent qu'il faut faire ça, une qui est plus nuancée, mais c'est des patients particuliers, donc il faut faire gaffe à ce qui va se passer. Et j'essaye d'expliquer aux patients pourquoi je fais ça. Et c'est pas, il faut faire ça, on n'en parle plus, quoi. Donc il y a des patients qui disent, moi, vous démerdez, moi je sais pas comment choisir, mais je pense que je les implique un peu plus que ce que j'aurais fait avant. Alors à l'hôpital, pour moi, c'est les infirmiers qui faisaient le diagnostic. En gros, les infirmiers, ils balancent les données en vrac. Donc des fois, il y a marqué n'a pas mangé les pâtes parce qu'il préfère les frites. Enfin, bon, c'est pas que c'est bête, hein, mais je sais pas quoi faire avec ça. Et des fois, il y a des données, on a mis un antidépresseur et ça fait 2 semaines qu'il dort plus. Et donc, clairement, pour moi, c'est les infirmiers qui donnent les données et le psychiatre qui fait le diagnostic après. Et à l'extérieur, pour moi, c'est la famille. Le psychologue éventuellement, mais quand il y a un entourage, alors la famille ou les amis ou qui vous voulez, mais moi, quand je vois le conjoint d'une patiente et qui passe sa vie avec depuis 5 ans, il a des informations qui n'ont rien à voir avec ce que je peux avoir lors d'un entretien, même s'il durait 3 heures à chaque fois. Pour moi, c'est la famille. Et honnêtement, moi, je suis stable parce que ma femme est psychiatre et c'est ma femme qui a décidé si j'étais bien ou pas. D'accord. Parce que moi, la dernière fois que j'essaye de baisser un peu ma kétiapine parce que ça me fait grossir, ça me fait chier la kétiapine, hein, et je baisse de 25 mg.
sur 200, c'est quand même pas énorme. Il n'y avait que ça qui baissait et je m'étais dit, je baisse de 25 mg tous les ans parce que moi, c'est tous les hivers, donc il faut que j'attende un hiver à voir si ça passe. Et au bout de 3 semaines, je suis là, je suis en train de regarder le plafond et en pleurant, il est midi. Et ma femme me dit, je pense qu'il faut reprendre la kétiapine. Et moi, je lui ai dit, je vous jure, c'est vrai, je lui ai dit, je pense que je mange trop de concombres. J'ai lu un article, il y a des composés dedans qui peuvent interagir avec la dopamine, il faudrait que je réduise le concombre. Et elle m'a dit, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et du coup, j'ai pris mon médoc parce qu'elle m'a dit, mais vous voyez, moi, une des choses qui m'aide, c'est que ma maladie n'est pas grave au point que je perde la conscience que ça déconne. Et du coup, je suis stable principalement parce qu'il y a quelqu'un à côté qui pouvait dire là, ça marche pas. Donc, clairement, je pense que l'effet du psychiatre lors des consultes est extrêmement restreint. Je veux dire, on ne fait pas grand-chose. Et le pire, c'est que nos diagnostics, ils sont pourris. Vous avez des patients diagnostiqués bipolaires qui deviennent schizophrènes. Vous avez l'inverse. Si vous prenez 2 psychiatres experts, ils sont d'accord dans moins de la moitié des cas, c'est comme les vins. Et donc, je pense qu'il faut être assez humble sur quelle valeur le diagnostic a. Moi, clairement, si les gens viennent, ils ont un problème d'humeur, ils vont mieux, ils n'ont pas d'effets secondaires, c'est bon. Vous pouvez, je dis, vous avez un trouble de l'humeur ou un trouble de la dépression, un trouble anxieux, ce que vous voulez, mais moi, je reste vague parce que le plus fréquent, c'est vague. En moyenne, un patient a 5 diagnostics différents. En moyenne, en psychiatrie, un patient a 5 diagnostics différents quand vous regardez dans les hôpitaux. Donc, clairement, soit ils n'ont pas de bol en moyenne, et ils enfreignent toutes les lois des statistiques, soit nos classifications, elles sont pourries. Donc, en cancéro, il faut savoir que c'est un cancer du rein à petites cellules. Quelle chimio marche? Il ne faut pas se planter, on est d'accord? Sinon, c'est n'importe quoi. En psychiatrie, si vous avez fait 4 dépressions et qu'il y a un suicide dans votre famille, il faut prendre du lithium. Vous pouvez être bipolaire, pas bipolaire, schizoaffectif, unipolaire, ce que vous voulez. En fait, plus les gens sont graves, moins le diagnostic a d'importance sur le plan pharmaco, parce que les traitements sont les mêmes. Donc, bipolaire, pas bipolaire, les traitements sont kiff-kiff, à part les antidépresseurs où il faut faire gaffe. S'il y a des problématiques hallucinatoires ou délirantes, c'est des neuroleptiques, qu'on soit schizophrène ou thymique, parce que ça change rien du tout. Donc, en fait, je pense que nos diagnostics, pour le moment, ils sont pourris. On sera tous morts avant qu'ils soient bien, à mon avis. La science nous promet des marqueurs biologiques depuis 40 ans. Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais je me trompe peut-être. Donc, voilà, le psychiatre fait le diagnostic avec humilité et de façon provisoire. Et moi, s'il y a des patients, je leur dis, vous êtes bipolaire, et qu'ils me disent, je me retrouve pas du tout là-dedans, et ben, ils sont pas bipolaires. C'est-à-dire, pourquoi pas? Faites pas ça avec le cancérologue, parce qu'il va vous remettre une rouste. Mais en psychiatrie, à mon avis, pour le moment, c'est ça, quoi. Oui. Alors moi, j'étais très arrogant, donc j'ai pu beaucoup diminuer. Donc c'est pas mal, ça m'a permis ça. Il y a plein de psychiatres qui ont des troubles psychiatriques. Je veux dire, il y a une tartée de psychiatres qui ont des troubles psychiatriques. Si dans les études, j'en avais vu passer une, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si vous demandez aux psychiatres est-ce qu'ils sont malades mentaux ou est-ce que la famille est atteinte de maladie mentale, ça les concerne dans 70% des cas. Donc, je ne sais pas si juste l'expérience de la maladie fait ça. Je pense qu'il faut beaucoup bosser, faire l'expérience d'une maladie bien dosée. Honnêtement, moi, je suis suffisamment malade pour pouvoir aller beaucoup mieux avec les médocs, mais pas assez pour perdre complètement le contact. Enfin, je veux dire, les médocs marchent nickel. Et donc, il y a ça, mais je sais pas. Après, moi, là, vous voyez, par jour, je vois 40 patients par jour. Quand j'ai commencé, j'en voyais 50, 60. Donc, quand vous voyez 60 patients par jour, vous finissez par vous prendre des grosses mandales. Je veux dire, il y a des patients qui ne s'améliorent pas. Il y a des patients que vous revoyez plus tard qui vont beaucoup mieux depuis qu'ils ne vous ont pas vu. Et donc, vous apprenez un peu à la dure. Il y a des positions qui font que ce n'est pas pareil. Si vous voyez, quand vous travaillez en centre expert,
vous donnez un avis, les patients ne sont pas revus après, c'est plus facile de rester un petit peu comme ça. Et aux urgences, par exemple, c'est très dur de progresser parce qu'aux urgences, vous faites ce que vous voulez, le patient, il n'est plus avec vous pendant un petit temps. Donc, à mon avis, c'est le libéral qui fait on voit un petit peu plus ce qui se passe. Après, il y a plein de psychiatres qui sont humbles, hein, c'est pas le problème. Mais je pense qu'il y a de ça. J'essaye de suivre. Après, des fois, j'arrive pas complètement à suivre. Mais c'est jamais par manque d'intérêt. C'est qu'effectivement, j'ai mes soucis. Au bout du 40e, des fois, c'est pas évident. Après, on est d'accord, il y a des patients qui sont pas du tout satisfaits d'entretien de 15-20 minutes sur la pharmaco et qui vont ailleurs. Et ils ont raison. Hein. Je dis pas que ça aide tout le monde. Vraiment, j'insiste. Hein. Néanmoins, il y a suffisamment de patients touchés pour que on puisse en 15 minutes changer des trucs. Et le jour où ils iront tous bien, et on refera des entretiens plus longs. J'avais commencé à faire une demi-heure. Et en fait, on se fait le standard téléphonique, c'est l'apocalypse, quoi. Il y a des gens qui arrivent en pleurs, mon fils fait machin. Du coup, maintenant, on fait un quart d'heure. Mais les gens en moyenne, maintenant, il y en a qui se lèvent tout seuls. Hein. Ils arrivent, il y en a qui s'assoient même pas. Je vais bien, je laisse ma place à d'autres, j'ai rien à vous dire. Ma belle-mère m'emmerde, mais c'est pas votre histoire. Et ils s'en vont. Et moi, j'ai mon fils qui était en train de mourir en réa. Et le réa, il nous voyait à chaque fois 2 minutes, quoi. Y a ça, on va faire ça, faudra voir demain si c'est mieux. Et après, j'appelais ma mère pour pleurer. Mais je pense que les psychiatres doivent faire le côté médical parce que la thérapie, elle peut être faite ailleurs. Vous voyez, il y a plein de psychologues, il y a plein d'infirmiers, ils ont plus le temps. Et donc, voilà, moi, c'est plus le côté... Je pense que quand les médecins géreront le côté médical, les effets secondaires, les diagnostics différentiels, la surveillance, qu'on sera nickel, on pourra commencer à refaire des trucs de thérapie de 1h30. Mais en attendant, je pense que c'est pas rendre service aux patients. Mais je dis pas que, je dis pas que c'est la seule solution, c'est bien. Moi, quand je vais mourir, j'espère qu'il y aura un peu de monde et j'espère qu'il n'y aura pas la sécu. Et j'espère qu'il y en a un qui fera un petit discours là et j'espère qu'il dira si J. Michael, c'était un père aimant, c'était un bon médecin, il s'aimait, il parlait beaucoup, il était chiant, mais on l'apprécie pour... Voilà, vous voyez, j'espère qu'il dira ça. Je n'ai aucune envie qu'il dise si J. Michael, il est mort après 20 dépressions, la dernière l'a emporté, mais il n'avait que 2 comprimés à la fin, et donc on salue sa persévérance, il n'était pas loin de tout arrêter, félicitations. Je pense que les gens ne se souviendront pas du nombre de traitements qu'on a. Et donc, moi, maintenant, j'ai fait un petit peu mon choix de prendre mes médocs, parce que si je les enlève, ça ne marche pas, et parce que mon objectif, c'est d'être près de ma famille, etc., etc. C'est pas d'avoir le moins de médocs. Alors après, il ne faut pas se tromper, parce qu'il y a des patients qui ont des effets secondaires de dingue, et qui disent, je veux baisser les médocs, et en fait, l'objectif, c'est pas de pas avoir de médocs, c'est de pas avoir les effets secondaires. Mais on a aussi des patients qui fonctionnent, qui, comme ça, ont pas trop d'effets secondaires et qui disent, je veux baisser la dose. J'en ai comme ça. Moi, je mange mon PC à chaque fois. Ils vont bien. Ça fait 3 semaines qu'ils vont bien. Ça fait 3 ans qu'ils galèrent. Et réflexe, paf, je veux baisser. Et il y a des patients qui galèrent à cause de ça. Hein. Alors après, on a tous un rôle à jouer sur le plan politique parce que vous avez des discours de les médicaments, c'est le mal, il faut arrêter dès que possible, qui prolifèrent de partout. Et clairement, on met trop de médocs, donc ça participe aussi. Moi, il y a des patients, des fois, j'arrive, je regarde leur dos et j'ai honte de moi. Hein. Je veux dire, parce que sur le moment, c'est pas con, on met un petit peu de ça, il y a ça, on a un petit peu de ça, machin. Et puis en fait, quand on dézoome, il y en a 7, il y en a 6 qui servent à rien. Bon, c'est catastrophique. Donc voilà, faut pas se tromper. Il faut avoir l'objectif d'être fonctionnel, à mon avis. Et avec le moins de traitement possible, mais il faut qu'on soit fonctionnel, sinon ça se passe pas très bien. Alors en fait, je l'ai amené sans faire gaffe. Là, vous avez un bouquin, c'est Maladie maniaco-dépressive, et c'est écrit par une psychologue bipolaire, complètement, et un psychiatre.
J'ai pas lu de bouquin plus intéressant. En fait, en gros, maintenant, le terme n'est pas bien utilisé, mais avant, c'était maladie maniaco-dépressive. Et donc, les gens qui avaient des problèmes d'humeur cyclique, ils étaient maniaco-dépressifs. Si vous faisiez des phases hautes régulièrement, c'était maniaco-dépressif. Si vous faisiez des dépressions, c'était maniaco-dépressif. Pareil, ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, quand on dit dépressif, on mélange des gens qui font des dépressions tous les ans ou tous les 2 ans, avec dans la famille des suicides, des dépressions, de la maladie mentale qui se reconnaît, avec des gens qui font une dépression après une rupture amoureuse. Et en fait, le terme est le même. Donc, quand moi je dis je suis dépressif, en fait, on ne sait pas si je parle d'une maladie mentale sévère chronique ou d'un truc réactionnel qui va passer tout seul. Et les patients atteints de maladies mentales sévères, on les entend pas trop. Donc, en fait, plus ça va, plus on parle de la dépression en tant que réaction presque naturelle et nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé avec Santé mentale, grande cause nationale, en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez avoir un psychologue maintenant, remboursé avec les impôts, sauf si vous avez une affection longue durée. Donc, vous pouvez aller voir un psychologue, sauf si vous avez une maladie mentale grave, alors que c'est eux qui en ont le plus besoin. Donc, c'est un peu dingo. Pour répondre à votre question, parce que j'ai pas du tout répondu à votre question, quand les gens viennent me voir et qui disent « je suis dépressif » et que dans la famille, il y a des dépressions, c'est louche. S'il y a des moments où ils sont agités sur le plan énergie, c'est extrêmement louche. Donc en fait, la bipolarité, c'est des gens qui fluctuent dans leur énergie, c'est pas l'humeur. Vous pouvez être en phase haute, avoir plein d'énergie, ne pas arriver à dormir, être énervé et ne pas être euphorique pour un sou. Vous pouvez être en phase basse, et là c'est l'hiver qui est l'automne arrive, il y en a plein qui savent de quoi je parle, où l'énergie diminue petit à petit et l'humeur n'est pas forcément impactée. Et donc en fait, le trouble bipolaire, c'est pas le bon terme, c'est la maniaco-dépression. Comme ça, on implique les bipolaires qui font des phases hautes et les unipolaires qui font que des phases dépressives. Et c'est des variations chroniques, récurrentes, de fluctuations d'énergie, où les gens ont plus d'énergie, des fois ils en ont trop, et avec des antécédents familiaux assez prononcés. Alors le bon deal, c'est d'être le frère du bipolaire. Là, c'est jackpot. Les bipolaires, ça c'est mon avis, il n'y a pas d'études, sont préservés dans l'espèce humaine parce qu'ils apportent des trucs de ouf. Il y a des patients bipolaires qui apportent des trucs de ouf. Donc Nikola Tesla, par exemple, pas Elon Musk, Nikola Tesla, il a transformé la condition humaine de son vivant. Parce que Einstein, à l'époque, on ne sait pas trop quoi foutre de ça. Excusez-moi. Et en fait, il était bipolaire, mais plein gaz. Il y avait il y a une biographie où il était psychotique. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, même les nazis, en fait, quand ils ont buté les malades mentaux, je suis désolé si j'en choque, ils ont dit on va pas buter les bipolaires parce qu'il y a tellement de gens créatifs et artistiques, etc., dans cette catégorie de malades que si on les tue, il faut s'assurer qu'il y ait au moins un descendant parce qu'on peut pas perdre ça, ça va nous coûter à l'humanité. Et ça, par exemple, c'est un truc que les gens savent pas. Donc, le côté artistique qui est extrêmement développé avec la maladie, et ça fait partie des arguments pour dire bon, là, c'est un petit peu louche. Après, vous venez. Moi, les gens que je vois, ils ont fait X dépression, ils ont testé la lavande, les oméga 3, le nouveau brosse dentifrice, ça n'a pas marché. Et donc, en fait, ils sont là pour un médoc. Et du coup, le risque est finalement assez faible. Quand je mets du lithium, au pire, ça sert à rien. On a fait 4 mois de lithium, ça sert à rien, on pourra toujours arrêter et l'enlever. Si vous mettez pas de traitement à un patient qui fait des dépressions récurrentes, le risque, c'est le suicide. Ça se voit. Il y a aussi le risque que les gens finissent par se casser parce que les gens dépressifs sont pas très intéressants. Enfin, moi, dépressif, on s'ennuie pas mal. Et donc, en fait, ça a un coût. La maladie coûte et le temps joue contre nous. Il y a des gens, ils peuvent pas refaire 2 dépressions. La femme va se casser. Enfin, je veux dire, des fois, on est pressé par le temps. Donc, si je mets pas le traitement alors qu'il fallait le mettre
les conséquences sont parfois catastrophiques. Si je le mets alors qu'il fallait pas, eh ben on a 3 mois de traitement qui servent pas. En cancéro, on peut pas faire ça. On peut pas mettre de la chimio aux gens en se disant je suis pas sûr qu'il ait un cancer parce que l'image est pas claire et parce que la chimio c'est toxique. Enfin, je veux dire par définition c'est toxique. Vous pouvez pas laisser traîner ça, voir ce qui se passe. En psychiatrie, moi mes patients qui sont morts, c'est plus par excès de prudence. Il aurait fallu mettre du lithium plus tôt, ou il aurait fallu les hospitaliser même s'ils n'étaient pas d'accord plus tôt que l'inverse, hein, de façon assez claire. Mais ça, enfin, si les psychiatres le disent aux patients, en moyenne, les patients, ça leur va. Si vous leur dites, je ne sais pas si vous êtes bipolaire ou pas, mais là, ça déconne grave sur votre humeur, vous avez essayé 100 médocs, ça n'a pas marché, je vous propose un médoc, en moyenne, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Si l'incertitude est communiquée, les gens sont à l'aise avec ça. Si vous leur dites, vous êtes bipolaire, faut du lithium, et c'est comme ça, bah, ils vous envoient un petit peu péter. Alors après, il y a des patients qui trouvent que... moi, j'ai reçu des critiques. Ouais, on a l'impression qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il y a des patients, il faut leur dire, prenez ça, machin. Donc voilà, donc chacun a son style, hein, mais on n'est jamais sûr qu'il y a un trouble bipolaire. Par contre, on est sûr qu'il y a une répercussion de la situation, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui fait décider qu'on met un médoc ou pas. Hein. C'est qu'on a testé autre chose, ça ne marche pas. Plus qu'il y a un diagnostic certain, donc il faut faire ça. Bah, et quel est le temps de formation? Alors, pour moi, ça fait partie des espèces de mensonges énormes. Il n'y a plus de médecins généralistes. Sur la Mayenne, là, il y en a qui partent en retraite, enfin, c'est l'hécatombe. Mais quand les médecins partent en retraite ou décèdent, ils ne sont pas enlevés de la carte vitale. Donc vous avez la Sécu qui vous disent il n'y a que 7 millions de Français sans médecin G, sauf qu'il y en a un paquet qui n'ont pas de médecin G, mais c'est juste resté sur la carte vitale. Les médecins G font la psychiatrie quotidiennement. Je ne sais plus quel stade il y avait, mais je crois que c'est un patient sur 3 qui est là pour de la psychiatrie. Ce sont ceux qui prescrivent le plus d'antidépresseurs et de benzodiazépines. Donc les plus pourvoyeurs de psychotropes, c'est les médecins G, pas parce qu'ils en prescrivent plus, mais parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Il n'y a pas de doute. Ils ne sont pas assez formés, mais je ne sais pas si... En fait, s'il fallait les former en premier, je ne sais pas sur quoi on se baserait, parce qu'ils ne sont pas assez formés sur plein de trucs, et ils n'ont pas le temps. En fait, médecin G, la quantité de connaissances à avoir, c'est faramineux. Et ils n'ont pas le temps, il y en a de moins en moins. Les consultes à 25 € sont les plus faibles de toute l'Europe, sauf erreur de ma part. Donc en fait, oui, il faudrait qu'ils soient plus formés, mais il faudrait encore qu'ils aient envie. Et pour moi, il y a petit à petit un saignement à bas bruit de médecins G qui sont en train de partir à droite à gauche ou de déplaquer. La moitié des médecins généralistes ne voient pas de patients en tant que médecins généralistes. Ils sont sur autre chose. Ils font la chirurgie esthétique, ils font machin, ils font bidule. Et c'est pareil, là, c'est du comportementalisme. Ils peuvent faire autrement. Ce qu'ils font n'est pas forcément très bien récompensé. Donc, ils font autre chose, quoi. Donc, non, ils ne sont pas assez formés. C'est eux qui tiennent le clé de l'amélioration de la santé mentale, honnêtement. Si on veut que c'est comme si les réa, enfin, je veux dire, si vous voulez qu'il y ait moins d'infarctus, faut qu'il y ait moins de soda, faut qu'il y ait moins de McDo, etc. Et ça, c'est dans les mains des politiques. Vous pouvez pas embaucher 9000 cardio pour qu'il y ait moins d'infarctus, ça sert à rien. Donc en psychiatrie, effectivement, la santé mentale, ça passe par les médecins G. Ah bah oui. Ah non, mais il n'y a pas de solution. Et alors, enfin, moi, mine de rien, je vois 70 ou 60% des patients suivis en psychiatrie sur le département entier. Et la Sécu m'emmerde au point que s'ils me foutent pas la paix, je me casse. Ma femme me suivra, ils sont au courant, ils s'en foutent. Donc, quand moi je vois santé mentale, grande cause nationale, c'est un mensonge énorme. Je veux dire, un mensonge énorme. J'en ai parlé au député Garot qui a dit on peut rien faire. Donc il y a un problème, mais massif. Et moi, j'ai pas de solution à court terme là. Ça va être de pire en pire parce que il y a de moins en moins de psychiatres. L'année dernière, il y avait 13% de postes vides. Là, il y en a 15%.
Il y a un souci majeur, ouais. Mais j'aurais bien aimé qu'on dise il y a un souci majeur et qu'on propose des solutions, parce que là, on est en octobre et il n'y a rien, enfin, il y a rien qui a été fait. Parce qu'au SPAL, il y a pratiquement plus de psychiatres. Bah là, il y a 30%, pour les 3 services de psychiatrie adultes, il va y avoir un 30% de temps plein médical. Donc, il y a 0,3 psychiatres pour 3 services. Donc, c'est super chaud. Franchement, c'est un truc de dingue. Mais ça ne dérange pas. Hein. La HAS, ils sont allés certifier le SPAL. Ils ont mis 95 sur 100, je crois, comme note. Pas de souci. Enfin, c'est aussi bien noté que Necker. Donc, je veux dire, c'est pas mal. Ah ben, alors, pour moi, enfin, clairement, il y a des situations qui ne relèvent pas de médoc. Il n'y a aucun doute. Après, moi, j'ai un patient, ses enfants sont placés avec l'ASE, ça déconne. Il est dans un procès qu'il ne peut pas payer. Et du coup, il a des problèmes de logement, de fric, de famille, de bouffe. Et donc, quand il vient chez moi et qu'il ne dort pas de la nuit, je dis, écoutez, on va essayer un somnifère. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il lui faut des médocs. Ça veut dire que c'est la seule chose qui est en mon pouvoir pour voir si ça marche mieux. Et donc, on est d'accord, il y aurait moins de maladies mentales s'il y avait l'ASE qui marchait, des logements, etc., etc. Il n'y a aucun doute. Mais ça, c'est pas entre les mains des psychiatres. Un politicien pourri peut vous ruiner 50 psychiatres compétents en une décision qu'il a prise en 5 secondes. Donc, c'est vraiment pas par opposition. Et à l'inverse, je pense qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a des gens qui disent s'il n'y avait pas de pauvreté, de violence, de machin, il n'y aurait pas de maladie mentale. Alors, moi, dans ma famille, il n'y a rien. On a du pognon. J'ai pas vu un truc traumatisant, franchement. Le pire traumatisme que j'ai, c'est ma sœur qui me pète un jouet et mes interactions avec la Sécu. Mais ça, c'est après. Donc, il ne faut pas se planter. Pardon ? C'est un très bon médecin quand même, monsieur. Bah ouais, non, mais c'est pas une question de bon médecin pas. Enfin, je comprends que du côté des patients, ils se disent, bah, ils se foutent de ma gueule, en fait, moi, j'ai même pas de quoi bouffer. Donc, mais du côté médical, enfin, moi, j'arrive pas à dire, bah écoutez, on va rien foutre parce que de toute façon, là, c'est pas de mon domaine. Parce que, en fait, en gros, c'est à peu près ça, quoi. Donc, des fois, je donne des médocs faute de mieux parce que la Sécu veut bien rembourser des médocs, mais ils veulent pas rembourser d'autres choses. Et là, c'est des enjeux politiques qui, moi, me dépassent un peu, quoi. Pour compléter ce que je dis, c'est que ma mère, par exemple, elle vient chez moi, je me réveille le matin, je me pète le pied contre une table. Alors, il est énervé en ce moment. Je vois une voisine, je lui dis bonjour, je suis souriant. Il pleut, je suis un peu maussade, il a l'air foncé, il fait beau. Ah, il est pas stable, on va appeler l'infirmière, qui fait un rapport, et qui en parle à mon psychiatre, et elle se met dans le tourbillon, et du coup, c'est... Bah, alors, des fois, on se fait instrumentaliser, mais même en tant que psychiatre, hein, il y a des fois où on voit les patients, ils sont nickel, et en fait, il y a la famille qui vient en disant « il n'est pas bien du tout, on s'est engueulé hier et il n'était pas d'accord, il faut augmenter les doses ». Donc, c'est toujours le problème. Il y a des familles qui vous donnent des infos qui ne sont pas bonnes. C'est pas pour faire chier non plus, je pense. Hein. Il y a aussi des familles qui ont elles-mêmes des problèmes psychiatriques et qui ne savent pas gérer le conflit. Et c'est plus simple de se dire, bon, bah, il n'est pas stable, plutôt que bah, moi, je ne suis pas très stable non plus. Donc, en fait, il faut essayer de composer avec des données qui sont clairement parfois pas terribles, mais ça fait partie un peu du boulot, quoi. Cela dit, ça, c'est pareil en réa, hein, je veux dire, il y a un diagnostic, vous n'êtes pas sûr, vous faites une ponction lombaire, elle est à moitié foirée parce que le patient bougeait, vous savez pas trop si machin, enfin, ça fait partie du métier. C'est ça qui fait qu'on pourra pas remplacer un psychiatre par une IA, à mon avis, parce que en fait, ça fait partie du boulot que bah, j'ai ces infos, qu'est-ce que j'en fais, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles se modifient, est-ce que machin. Mais oui, ça peut être chiant. C'est une blague que ma femme fait souvent, hein. T'es fou, je vais t'envoyer au SPAL si tu m'emmerdes pas, tu continues à m'emmerder. Et honnêtement, si demain, elle va voir la Sécu et qu'elle dit il est complètement taré en ce moment, je pense que j'arrive au SPAL alors que je vais bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Les phases queue haute, c'est principalement des mecs. C'est, je crois, qu'à 90% des hommes qui font ça. Les femmes, c'est vraiment rare. Et ça représente 5% des troubles bipolaires.
sachant qu'il y a un souci parce que dans ces 5%-là, en fait, la majorité, c'est des gens qui ont des problèmes neurologiques et du coup, ils font que des phases hautes de 50 à 70 ans. Des vrais troubles bipolaires, que des phases hautes entre 15 et 80 ans, c'est vraiment pas fréquent. Moi, j'ai encore jamais vu ça. Maintenant, on file des antidépresseurs à toute berzingue. Donc, en plus, il y a dans le lot des gens qui font des états mixtes ou des dépressions à cause des antidep. Donc, moi, plus ça va, moins je vois de gens maniaques, en fait. Et quand ils sont maniaques, ils sont plutôt énervés qu'euphoriques parce que les antidep sont prescrits de plus en plus, quoi. Et après, le jeûne, alors, en fait, c'est en épilepsie, il y a la diète cétogène où vous avez des patients qui font des crises convulsives répétées, donc l'épilepsie, des enfants. Ils sont résistants à plein de médocs et quand vous les mettez sous diète cétogène, il y en a 30% qui font plus ou pas de crise ou moins de crise, donc c'est énorme parce qu'on est sur des gens résistants. Il y a plein d'antiépileptiques qu'on utilise en psychiatrie, donc on a essayé ça en psychiatrie. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais celles qui sont là, elles sont assez radicales. C'est-à-dire que quand les gens mangent plus de glucides, parce que la diète cétogène, c'est ça, c'est plus de glucides. En fait, on bouffe des glucides non-stop. Donc le pain, les pâtes, le riz, c'est des bonbons. Je veux dire, moi, j'ai plein de réserves là. J'ai pas du tout besoin de manger 1 gramme de glucides. C'est pas nécessaire. Et donc, les études qui sont faites, elles montrent que ça marche très bien. Le problème, c'est qu'il faut arriver à le tenir. Vu que les gens sous psychotropes, ils ont faim, vraiment, c'est chaud. Mais les quelques papiers qui sont là, ils montrent que ça marche vachement bien, quoi. Donc, il y a aux États-Unis une étude qui devait être faite sur des patients atteints de maladies mentales graves à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, ça a été annulé par le sénateur au dernier moment. Donc là, il y a des théories complotistes qui disent, en fait, c'est qu'ils veulent pas qu'on apprenne qu'en soignant, en bouffant moins de la bouffe de merde, on aille mieux. Ils préfèrent nous vendre des médocs. Moi, je sais pas, mais le problème, c'est que c'est dur de faire des études sur ça. Et sur le long terme, c'est compliqué parce que ça fait quand même beaucoup de gras. La diète cétogène, c'est des protéines et du gras et très peu de glucides. Sur le long terme, c'est pas clair. Donc en fait, là, c'est un bon exemple de doute. Il y a des chercheurs qui disent qu'il faudrait faire ça demain pour tout le monde. Voici les papiers. Et il y en a d'autres qui disent regardez, ces papiers, ils sont pourris. En fait, c'est dangereux. Et moi, j'ai pas les connaissances et les compétences pour faire le tri, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les antipsychotiques font l'inverse de la diète cétogène sur le plan du poids, de la faim, etc. Et en fait, quand vous avez plus de glucides, les cellules marchent avec du gras, avec des corps cétoniques, et le gras rentre dans les cellules tout seul. Les neurones sont des cellules, et du coup, en fait, quand vous êtes en train de faire du jeûne ou que vous mangez pas beaucoup de glucides, vous avez du carburant qui arrive tout seul sans que ça pose de problème. Quand vous mangez des glucides, pour que le carburant rentre dans les cellules, il faut de l'insuline. Et les patients bipolaires, par exemple, leur insuline marche moins bien. Donc, en fait, l'insuline s'accumule. Du coup, le sucre rentre pas. Puis, ça finit par être trop fort. Tout rentre d'un coup. Du coup, ils font des hypoglycémies. Ils ont la tête qui tourne, du mal à se concentrer, des problèmes de fatigue, etc. Et en fait, le sucre aggrave les choses au fur et à mesure. Moi, l'entre-deux, c'est... faudrait pas qu'on puisse acheter du Pepsi Cola ou je sais pas quel autre truc à Carrefour. Ça me paraît dingue. Mais ça, c'est pareil. Pour moi, c'est des décisions politiques, quoi. Mais je pense que clairement, c'est en train de nous buter et les patients atteints de troubles psychiatriques plus encore. Et quand on regarde la bouffe à l'hôpital, c'est un truc de fou. Et nous, on avait la distributeuse de cochonneries, quoi. On pouvait acheter des madeleines de merde, 30% plus cher que l'hôpital pas psychiatrique juste à côté. Enfin, c'était un truc de fou. Et pour débrancher le truc, il fallait faire des comités, des machins, des bidules. Il y a un jour un patient qui a défoncé la machine. Donc, merci à lui. Mais c'est dingo. Vous regardez ce qu'on sert aux patients. Il y a des goûters avec des biscottes de confiture à 16h le midi. Enfin, c'est délirant, quoi. Donc, je sais pas s'il faut rentrer dans le diète cétogène pour tous.
Mais clairement, il faudrait que les médecins et les politiciens s'attaquent un peu à ce problème parce que c'est catastrophique, quoi. Enfin, faut regarder l'olanzapine. Vous avez 80% des jeunes qui prennent plus de 7% ou plus de leur poids, quoi. C'est massif. Filez ça à des souris, en 2 semaines, elles sont obèses. Et ça passe un peu à l'as, quoi. Enfin, moi, j'étais pas trop au courant. Quand j'ai pris de la kétiapine, je me suis dit, bah putain, ça donne faim. Mais avant, c'est pas trop. Il y a une liste d'effets secondaires longs comme le bras. Et du coup, vous lisez les effets secondaires et puis ça se perd un peu, quoi. Mais non, c'est un problème. C'est même pas une question d'esthétisme, hein. Je veux dire, il y a des gens qui font 30 kilos de plus que le poids idéal. Moi, je m'en fous. Le problème, c'est que le gras, ça fait de l'inflammation. Le corps lutte contre ça. Et du coup, il y a des patients qui vont mieux rien qu'en perdant du poids. Et l'inflammation diminue et corrélée avec le reste. Donc, ça fait partie des trucs qu'on aurait dû aborder sur... Bah oui, puis alors la liste des choses qui s'améliorent quand les gens perdent du poids est massive. Et donc ils ont sorti le sémaglutide là, je sais pas si les gens connaissent, je peux faire la pub un peu. J'ai pas de conflit d'intérêt avec les labos, hein. On est d'accord? Ils m'ont payé 2 repas à 35 €. Et c'était des repas un peu imposés par la direction. Donc voilà, je suis pas riche avec les labos. Il y a le sémaglutide qui est sorti. Utilisé beaucoup aux États-Unis. Ouais, dans tout le monde en fait, hein. Ça coupe la faim. Du coup, les gens mangent beaucoup moins. En moyenne, ils perdent 10% de leur poids. C'est 15% dans les études. Et en vrai, c'est 7 à 10. Mais ça, c'est une moyenne. C'est important. Quand on dit 7% de son poids en moyenne, il y en a qui perdent 0%, qui arrêtent parce qu'ils ont mal au bide. Il y en a qui perdent 30%. Donc, il faut faire gaffe avec les moyennes. Et en fait, le médoc permet d'améliorer. Il y a moins d'addiction. Les troubles de l'humeur s'améliorent. Il y a moins de démence. Il y a moins de maladies rénales. Parce que l'excès de poids qu'on a est toxique pour plein d'organes. La fiole coûte 5 € à fabriquer. C'est vendu 350 balles en France. Ouais, c'est assez obscène. Moi, je me dis, ils auraient... Et alors, ça va plus loin. Ça va plus loin. Si vous êtes... ça, c'est ma femme. Je vais me faire tuer. Si vous êtes... je vais répondre en vrai, si ça ne vous dérange pas, parce que après moi, ça va mal se passer. Vous êtes atteint... Alors moi, je dis diabétique. Honnêtement, je pense que c'est pas plus vulgaire que dire atteint de diabète. Bref. Si vous êtes diabétique, vous pouvez avoir le médoc à 75 €. Si vous avez un problème de poids, c'est le même médoc, mais ils vous le vendent à 350. Parce que l'autorisation de mise sur le marché pour l'Ozempic, c'est le diabète. Pour le poids, c'est le Wegovy. Alors, me demandez pas comment ils ont laissé les labos faire ça, mais c'est fait. Donc, par contre, si l'objectif, c'est de diminuer la faim sous psychotrope, okay, là, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas d'équivalent. Donc, vous pouvez mettre l'Ozempic hors AMM. Donc, pour 70 balles, il y a des patients qui peuvent perdre un poids considérable avec l'Ozempic. Il y a des effets secondaires sur le long terme, il n'y a aucun doute. Ça n'a rien à voir avec les effets sur le long terme de l'obésité, ça n'a rien à voir. Donc, il faut en parler à votre médecin parce qu'il y a des gens qui vont mourir de ces problématiques-là. Et l'obésité, c'est pas on se réveille, on meurt, hein. C'est on est fatigué, on dort moins bien, on fait des apnées du sommeil, machin. Enfin, c'est la cata. Donc, clairement, ce serait bien qu'on ne nous vende pas un médoc pour corriger la bouffe de merde qu'on mange. C'est ça qui se passe. Il y a même des labos qui vendent à la fois la bouffe de merde et à la fois le médoc. Ils sont forts. Donc, c'est pareil. Ce serait bien qu'on corrige l'ASE, les logements, etc. Mais faute de mieux, l'Ozempic, à mon avis, ça fait partie des trucs qui doivent être discutés. On est psychiatre, on ne peut pas filer des médocs qui font grossir et ignorer les médocs qui font perdre du poids. À mon avis, c'est pas possible. C'est l'aripiprazole. Il faut dire aripiprazole, il ne faut pas dire Abilify. Abilify, on a envie de se faire abiliflyer toute la nuit. Il faut dire aripiprazole, c'est moins sexy. Parce qu'on dit aux gens, est-ce que vous voulez du lithium ou de l'Abilify? Ils prennent de l'Abilify. Ça donne quand même plus envie que le lithium. Alors là, j'espère que je ne vais pas avoir d'emmerde. Le lithium ne permet une rémission que dans 30% des cas. Il y a 30% des patients où on leur file du lithium, on ne les voit plus, ils viennent tous les ans pour prendre leur ordo, ils sont guéris, on n'en parle plus. C'est énorme,
Ça, c'est les études. Pour moi, on est un peu plus bas. Il y a 30% de gens qui répondent pas. Ça leur fait ni chaud ni froid. Et il y a 30% de gens qui s'améliorent, mais c'est pas suffisant. Donc, le lithium, on fait toute une caisse avec le lithium, mais par définition, le lithium, il y a la moitié ou plus des patients qui seront ni répondeurs, ni améliorés. Donc, on peut pas juste dire, faut mettre du lithium. C'est bien, mais ça suffit pas, parce qu'après, les patients, ils arrivent, j'ai le lithium, ça marche pas. Enfin, le lithium, c'est la seule molécule qui est rentrée dans les différents traitements qu'on a avec 0 labo. C'est-à-dire que ça existe dans la boue, il y en a dans le sol, vous en avez dans le sang. C'est un ion élémentaire, ça date de l'époque du Big Bang. Et donc, on ne peut pas faire de pognon avec du lithium. C'est comme si vous vendez un médicament avec de l'eau dedans, ce n'est pas possible. C'est rentré dans le domaine des traitements qu'on utilise parce qu'il y a un psychiatre qui avait un frère bipolaire qui a vu une étude passer et il s'est dit, il faut qu'on teste ça. Et ce mec a sauvé des millions de vies. Il a sauvé celle qui a écrit ce bouquin, d'ailleurs. Donc, c'est Mogen Shu. Et en fait, c'est rentré aux États-Unis, notamment parce que les médecins ont dit, mais c'est pas possible, on peut pas passer à côté de ça. Et du coup, les services publics ont payé l'étude. Donc, il n'y a aucun enjeu financier avec le lithium. Personne n'est riche avec le lithium. Si ça marche, c'est que ça marche. Dans les études, il n'y a pas de ils avaient intérêt à ce que ça marche. Alors, en fait, il y a des enjeux idéologiques. Il y a des chercheurs qui ont passé leur vie à dire que le lithium, ça marche. Donc, effectivement, si ça ne marche pas, ils sont plus à même de ne pas publier l'étude, etc. Mais c'est différent. Vous voyez, là, il y a des traitements qu'on utilise en psychiatrie. Il y a des psychiatres qui sont devenus, qui ont gagné des centaines de milliers d'euros. Donc, des fois, il y a des conflits d'intérêts financiers. Avec le lithium, il n'y a pas de conflit d'intérêts financiers. Et toutes les études, ou presque, que vous regardez, les gens vivent plus longtemps avec le lithium. Ça diminue la mortalité sévère. Si vous regardez sur ces études, c'est des études qui sont faites sur des centaines de milliers de patients, parfois un pays entier, et on les suit pendant 30 ans, et on regarde s'ils meurent moins, etc. Et là, le lithium marche à chaque fois. L'Abilify, donc l'aripiprazole, ils s'en sont servis pour la phase dépressive. Il y a eu 2 études faites par le labo, négatives. Ça a foiré. Ça a marché pendant 6 semaines et les 2 dernières semaines, paf, ça a marché moins bien que le placebo. Donc, les 2 groupes se sont rattrapés inefficaces. C'est pour ça que les études sur la dépression bipolaire, maintenant, elles sont faites sur 6 semaines et pas 8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du trip. On utilise des médocs qui marchent et qui sont étudiés que sur une durée courte parce que sinon, ça ne marche pas. Et il y a les effets secondaires ou juste ça marche moins bien parce que naturellement, les gens vont mieux. Donc, on est un peu coincé par les enjeux des labos, etc. Et donc, l'Abilify sur la dépression bipolaire, en aigu, ça marche pas. Pour la prévention de la phase maniaque, dans les études, ça marche, mais en fait, on leur arrête d'un coup. Donc, en fait, vous montrez pas qu'avec l'Abilify, vous faites moins de phases hautes. Vous montrez que si vous avez des gens sous Abilify qui vont bien avec et que vous l'arrêtez d'un coup, ils rechutent plus que les autres. Mais personne fait ça. Donc, en fait, c'est un bon exemple pour l'Abilify, les études données par le labo, je ne sais pas quoi en foutre. Je dis pas que ça marche pas, mais je ne sais pas quoi en foutre parce que dans un cas, c'est pas ce que je fais et dans l'autre, ça marchait pas sur 6 semaines. Dans les études pas faites par le labo, ça aggrave les choses. Il y a une étude du Lancet Psychiatrie là, qui est sortie, donc c'est un des plus gros journaux. Abilify, antipsychotique sur le long terme, les gens font plus d'hospitalisation que ceux qui n'en ont pas. Sauf que peut-être que c'est des gens qui sont plus graves que les autres, parce que d'abord, ils ont du lithium, si ça ne marche pas, ils ont de l'aripiprazole. Donc en fait, c'est ce genre de données avec lesquelles il faut composer. Donc moi, je me retrouve avec des études faites par le labo qui montrent que ça ne marche pas ou qui sont mal foutues, des études indépendantes qui montrent que ça ne marche pas, et des patients qui, des fois, disent « écoutez, ça marche nickel ». Il y a des gens où, franchement, on leur met, ils sont nickel, on leur enlève, c'est un désastre. Donc, en fait, je me retrouve un peu comme un con avec, écoutez, on va tester. Mais ça, on ne le sait pas au début. Je veux dire, moi, au début, j'ai appris les études des labos, puis après, j'ai vu qu'elles étaient biaisées, puis après, j'ai appris comment elles étaient faites. Et du coup, en fait, plus ça va, moins je suis sûr de ce que je fais. Et c'est pour ça que je pense qu'on devient un peu plus humble quand on a une idée de comment les études sont faites, c'est quoi les limites, etc., etc. Donc, est-ce qu'il faut le prescrire ?
Bah, des fois oui, et puis des fois non. Voilà. Et c'est à vie? Alors, quand les gens sont malades de façon extrêmement chronique, c'est simple. Moi, si j'arrête mes médocs, je sais qu'il y a 6 mois devant moi où je fais avant que je fasse un épisode. Donc, en fait, je suis vite fixé. Si je l'arrête, que je rechute, je l'arrête, je rechute. Moi, j'ai essayé d'arrêter mes médocs 3 fois. Hein, et j'ai rechuté direct. Moi, je sais que c'est à vie. C'est facile. C'est à vie. Dans ma famille, il y a des troubles bipolaires. Si demain, il n'y a plus de kétiapine, il faut que je trouve autre chose. Ou sinon, je suis mort, suicidé. Mais c'est une certitude. Quand vous faites un épisode maniaque une fois, bah, il y a des gens, ça va ne jamais revenir. D'autres, ça va revenir. En fait, il y a plein de choses qui se passent. Si vous êtes une mère célibataire avec 3 enfants à charge en CDD et que vous vous dites je vais essayer d'arrêter le traitement, c'est peut-être un risque que vous ne pouvez pas prendre. Si vous êtes avec du fric, en couple, le conjoint gagne plein d'argent et il n'y a pas d'enfant, bah, au pire, vous rechutez et vous êtes fixé. Donc en fait, c'est ça le truc. Probablement qu'il y a des traitements qu'il faut, la majorité qu'on peut essayer de diminuer, voir ce qui se passe, mais il y a aussi des fois où c'est un risque que moi, perso, je ne prendrais pas. Après, je le dis aux patients, je fais écoutez, moi, si j'étais vous, je ne le prendrais pas. Moi, si vous me dites, écoute, Michael, tu peux jouer 500 balles et peut-être gagner 510 balles une fois sur 10, dans 90% des cas, tu perds ton fric, je ne joue pas. Je n'ai pas grand-chose à gagner. Donc, il y a des patients, ils sont stables, ils vont bien. Dernière fois qu'ils ont fait un épisode, ça s'est fini à l'HP, ça a duré 6 mois. Moi, je déconseille vivement de le faire. Après, 50% des patients me mentent sur ce qu'ils prennent comme médoc. Ça, c'est les stats. Donc, je ne sais pas lesquels me racontent pas la vérité, mais quand on demande aux psychiatres, les psychiatres vous disent ils prennent tout. Et quand on demande aux patients, les patients vous disent j'en prends la moitié, grosso modo. Donc, c'est une moyenne. Hein. Il y a des patients qui prennent rien, il y a des patients qui prennent tout. Mais du coup, en fait, on n'a pas la moindre idée de s'il faut les continuer à vie ou pas. Il y a des cas où c'est facile. Il y a des cas où c'est facile parce que c'est chronique, il y a des antécédents. Il y a des cas où c'est facile parce que monsieur avait aucun problème, il a pris des corticoïdes ou il a pris un antidépresseur, il a fait un virage de dingue, il va pas en prendre, on n'en parle plus. Et puis, il y a tous les gens au milieu. Ben, je ne sais pas du tout. Faut tester, voir ce qui se passe. Les gens sont informés, la famille est informée. En injection, ce serait peut-être mieux alors. Alors, les seuls médocs qu'on a en injection, c'est les neuroleptiques. Donc, c'est aripiprazole, olanzapine, etc. La kétiapine, par exemple, il n'y a pas en injection. La clozapine, il n'y a pas. Le lithium, il n'y a pas. Pour les gens qui sont répondeurs avec la molécule en comprimé, clairement, il vaut mieux prendre une version injectable. C'est juste mieux. Je veux dire, si demain, on mettait tous les gens en comprimé Péros sous injectable, le taux de rechute de patients atteints de schizophrénie exploserait. Il y aurait beaucoup moins de rechute, je l'ai dit dans le mauvais sens. Sur la bipolarité aussi. Et souvent, c'est pas impossible que la dose elle puisse être plus basse parce qu'au lieu de faire des pics vous avez à peu près la même dose dans le sang. Donc ça fait partie des trucs qu'on pourrait faire, mais que les psychiatres font pas assez. Mais ça règle que le problème de ceux qui sont stables sous cette molécule. Si vous prenez de l'Abilify et que vous n'êtes pas stable, vous pouvez le mettre en injection, ça change pas grand-chose, quoi. Donc en fait, c'est pas la majorité des patients qui sont concernés. Ou les deux. Les deux. Alors en fait, la mémoire, pour avoir de la mémoire, il faut être concentré. La concentration est nécessaire à toutes les fonctions exécutives, donc la mémoire, la prise de décision, etc., etc., etc. C'est pour ça que quand vous faites un test de QI chez un enfant qui a un TDAH ou un trouble bipolaire ou une dépression et que la concentration est pourrie, vous avez un test qui sert à rien. Moi, je connais des gens qui ont fait une test de maths avec un QI à 80. Bon. La maladie mentale est neurotoxique. C'est-à-dire que soit directement à cause de la maladie, parce qu'il se passe des choses dans le cerveau qui ne devraient pas se passer, soit secondairement parce que les gens dorment pas bien, mangent pas correctement, ont des cycles de vie apocalyptiques, prennent des drogues. La maladie est neurotoxique
je prends mes médocs aussi parce que je veux pas devenir dément. Le risque de démence chez les patients bipolaires est doublé ou triplé, je crois. Donc, c'est un problème majeur. Donc, vous avez la maladie qui attaque la concentration presque de façon inéluctable. En fait, c'est je pense, impossible d'avoir une maladie mentale sans avoir la concentration qui est cartonnée. Vous avez les médocs qui peuvent attaquer la concentration, soit parce qu'ils sont un peu sédatifs. Quand vous avez quelqu'un qui est shooté en face de vous, c'est simple. Je veux dire, moi, c'est simple. Vous allez comment, machin. Il y en a trop, c'est facile. Il y en a qui n'ont pas de bol, ils sont juste en dessous. Ça se voit pas, mais ils arrivent moins bien à se concentrer, ils sont un peu fatigués, ils n'ont pas envie de faire des trucs. Et en fait, on se rend compte 10 ans après, en baissant la dose, que c'était ça qui posait problème. Donc, il vaut parfois mieux être très impacté qu'un tout petit peu. Et donc, il n'y a aucun médoc en psychiatrie qui est indemne de l'effet secondaire d'entraîner des problèmes de concentration. C'est impossible d'en trouver. Si vous regardez dans le Vidal ou les études, il n'y en a pas un seul qui n'est pas concerné par ça, même la Ritaline, je ne sais pas quoi. Et après, le temps fait aussi qu'on se concentre moins bien, parce qu'on a les capacités qui diminuent, indépendamment d'Alzheimer, je sais pas quoi. Donc en fait, il faut gérer avec le temps, avec l'effet secondaire de la maladie, avec les effets secondaires des traitements. Il y a des traitements qui, au début, posent pas de problème sur la concentration, après qui en posent. Enfin, c'est un foutoir monstrueux, quoi. Ça, donc en fait, pour... ouais. Alors, moi, je suis pas au courant d'études qui montrent que, de façon durable, on peut améliorer la concentration des gens avec des exercices faits de façon ponctuelle. Ils ont essayé de faire ça avec les maladies comme Alzheimer, où ils font faire des mots fléchés aux patients. Bah, ça ne marche pas. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, et en plus, je veux dire, quand la concentration est altérée, il y a une fatigabilité qui s'installe plus vite. Donc, moi, quand je suis dépressif, je ne peux pas lire un bouquin tant que je vais pas travailler ma concentration. Donc ça fait partie des conseils qui sont donnés par des gens qui, je pense, n'ont pas beaucoup connu l'expérience. Alors vous pouvez trouver des études où on gagne un petit peu, machin, mais enfin, c'est pas ça qui change le souci, quoi. Moi, je suis d'accord, mais il n'y a pas besoin d'un psychiatre pour vous dire ça. Clairement, ça peut être dit par n'importe qui. Donc je suis pas d'accord. En plus, ouais. Ouais. Donc je suis d'accord, mais j'estime que c'est pas à moi de. Enfin, je le dis aux patients, mais quand je le dis, ils mettent pas forcément ça en place. Et on n'a pas besoin de psychiatre pour faire ça, quoi. Moi, j'ai fait 10 ans d'études. Il n'y a pas besoin. C'est pas que les autres sont plus bêtes, c'est que quand on est dans l'incapacité de le faire, ça après, c'est un cercle vicieux, ouais. C'est un cercle vicieux. Moi, ça a commencé à 13 ans. Moi, pour moi, c'est de la chance. Hein. C'est pas moi qui. C'est pour ça, il y a des fois des gens. Vous comprenez ce que vivent les patients atteints de maladie mentale? Non, je comprends que on peut se foutre de leur gueule sévère et qu'on les comprend pas. Mais moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui a une schizophrénie ou qui a vécu dans une famille hardcore. Enfin, je veux dire, vraiment, je peux pas comprendre parce que moi, en gros, je faisais mes dépressions l'hiver. Donc l'hiver, le lycée, collège, il y avait personne. Et les années de médecine aussi, enfin, personne, quoi. Et en fait, j'arrivais à rattraper l'été. Donc, moi, j'ai pas trouvé d'aménagement, en fait. C'est que j'ai un cerveau suffisamment performant sur ça pour apprendre par cœur des trucs et les vomir juste après. Et j'ai fait 0 aménagement. Donc là, c'est un exemple de... moi, dans ma famille, ils ont des QI qui crèvent le plafond. J'ai eu la chance parce que j'ai eu ça, quoi. Parce que sinon, c'était complètement mort. Parce que moi, j'allais pas en cours. Enfin, les années de médecine, je les ai fait sur le dernier mois, quoi, à chaque fois. Et après, je suis un couche-tôt. Donc, naturellement, je me couche tôt. À 23h, je suis au lit. J'aime pas la clope, j'aime pas le tabac, j'aime pas l'alcool. C'était pareil. L'alcool, ça me fait rien. J'ai essayé de me bourrer la gueule, ça me fait que dalle, ça me fait juste gerber, si vous voulez, donc ça sert à rien du tout. Donc, en fait, moi, j'ai pas trouvé d'aménagement parce que naturellement, ça s'est fait. Et il y a des gens qui devront mettre ces aménagements. Si moi je me couche trop tard, je pars en sucette complètement. Hein. Donc vous avez des patients bipolaires, même atteints de maladie mentale, qui doivent avoir un rythme de vie presque monarcal, ascétique, de moine. Et s'ils le font pas, c'est cuit.
Et on n'est pas du tout tous égaux à ça. Parce que moi, ça me demande aucune. Moi, je mange tous les jours à la même heure. Enfin, ma femme vous dira, je suis chiant à crever. Hein. Mais ça c'est bien pied, quoi. Si j'étais. Alors, moi, j'essaye de ne pas partager mon expérience pendant les consultes parce que ça dure déjà pas très longtemps. Les rares fois où je le fais, c'est quand il y a des patients, des fois, ils sont pas loin de se suicider. Je veux dire, ils viennent chez vous, ils ont pas de 36 dépressions devant, ils en ont ras-le-bol. Et du coup, quand je partage, je leur dis, bah, écoutez, moi, j'étais dans le même état et là, ça va, donc il y a encore des solutions. Donc, je le fais quand ça sert aux gens. Je le partage pas pour le plaisir. Je l'ai partagé parce qu'avec la Sécu, je m'en sortais pas. Il y a des gens qui disent, ouais, il brandit ça. Non, c'est parce qu'il me fallait un peu de pub et ça fait une très bonne pub. Mais je le partage quand ça sert aux gens. Et sinon, bah, maintenant, ils peuvent le voir sur les vidéos. Donc, en fait, ils peuvent regarder tranquillement ça à la maison. Mais sinon, je le partage pas systématiquement. Par contre, pour les rythmes de vie, moi, je leur parle pas à moi, mais je leur dis, on a des patients qui dorment pas... Enfin, il y a Nicolas Demorand là, qui a fait un livre, et son travail le force à se lever à 3h du mat'. Et à un moment, à la fin de son livre, il dit si c'est ça la vie, est-ce que ça valait vraiment le coup? Et c'est assez glauque la fin, moi je trouve. Tu te dis, putain. Et je sais pas dans quelle mesure il sait, ou on lui a dit, je pense qu'on lui a dit, il n'est pas suivi par des crétins, mais il y a des gens qui vont faire une croix sur leur mode de vie pour pouvoir gérer leur maladie, quoi. Et ça, c'est parfois plus important que n'importe quel médoc du monde, quoi. Donc voilà, j'ai juste eu de la chance à ce niveau-là. Ah bah, le suicide, hein, ça c'est... Alors, quand on dit les stats, en fait, ça dépend si c'est des vieilles études, les nouvelles, les machins, mais grosso modo, il y a 10% des gens qui décèdent de suicide. Il y a le fait d'être sans emploi, parce que c'est 40% des patients bipolaires qui sont sans emploi, je crois. Le fait d'être isolé, parce qu'un patient bipolaire pas stable, faut s'accrocher quand même, honnêtement, en moyenne. Hein. Enfin, moi, j'ai pas de potes. Hein, je veux dire, avant d'être stable, je suis odieux. Hein. Et en fait, une fois stable, je suis toujours odieux. Ça n'avait rien à voir. C'était une petite découverte, ça. Il y a les problèmes de santé physique, parce que les gens pas stables, ils mangent pas bien, ils dorment pas bien, ils sortent pas, et du coup, les gens atteints de troubles bipolaires meurent de problématiques cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, etc. L'espérance de vie est réduite, grosso modo, de 15 ans, 20 ans. Ça, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Donc, en fait, les débuts des emmerdes, ils arrivent encore plus tôt avant. C'est des vies catastrophiques. Donc, c'est mortel. Hein. Je veux dire, c'est vraiment mortel. Moi, je l'annonce comme un diabète aux patients. Hein. Le diabète, si vous prenez vos médocs et que vous faites gaffe à ce que vous mangez, en moyenne, ça se passe plutôt pas mal. Il y a des gens qui répondent à rien, mais en moyenne, ça se passe plutôt bien. Le sida, maintenant, ça se passe plutôt bien. Si vous prenez vos médocs, c'est chiant, hein, mais l'espérance de vie a explosé. Le trouble bipolaire, c'est pareil. Si vous êtes stable et que vous prenez nos médocs, ça se passe bien. Le lithium diminue le risque de démence par 2. Donc, mais si vous ne les prenez pas, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah si. Ah bah si. Alors, vous pouvez avoir... C'est ça qui se passe. En même temps, des gens bipolaires qui ne sont pas diagnostiqués du tout. La majorité des gens atteints de troubles mentaux, ils ne voient pas de psychiatre. Hein. On voit une minorité, mais vraiment extrême. Ceux qui nous voient, il y en a qui ne reviennent pas. Et donc, la majorité, ils sont dans la nature. Donc, vous pouvez rater des diagnostics et vous pouvez aussi mettre des diagnostics par erreur de troubles bipolaires, alors que les gens ne sont pas bipolaires du tout. Souvent, les cas d'école, c'est en fait, j'étais borderline ou en fait, j'avais un TDAH. Je ne sais pas comment on peut confondre les deux, à moins d'être dans un truc qui se mélange sévère. Moi, par exemple, j'ai les deux. Quand je prends de la Ritaline, je suis beaucoup moins énervé, je suis beaucoup plus patient. Est-ce que c'est un TDAH ? Est-ce que j'ai pas de bol, j'ai un TDAH et un trouble bipolaire ? Est-ce que c'est pas une manifestation de, en fait, plus tard, on appellera ça la maladie Y, au lieu de dire TDAH, trouble bipolaire en même temps ? Donc, il y a des erreurs de diagnostic, mais moi, j'en fais tous les jours. Sauf qu'en fait, moi, je dis pas de diagnostic. Je dis, vous avez un trouble anxieux, vous avez un trouble psychotique, vous avez un trouble de l'humeur. Et là, c'est plus dur de se tromper parce que je m'avance pas trop, quoi. Mais il y a des erreurs de diagnostic tous les jours. Alors, non.
Excusez-moi. Non, je sais pas déjà. Non. En fait, la seule différence fondamentale entre unipolaire et bipolaire, c'est l'utilisation d'antidépresseurs. Les antidépresseurs chez les bipolaires ne sont utilisables et pertinents que chez 10-15% d'entre eux. Les autres, il faut qu'ils restent le plus loin possible parce que ça peut faire des phases maniaques, ça peut faire des cycles rapides, ça peut aggraver la maladie sous toutes ses formes. Et les bipolaires, ils peuvent avoir et les unipolaires, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais les neuroleptiques peuvent marcher chez les dépressions bipolaires, pas bipolaires. Les antidépresseurs, pareil. Les hormones thyroïdiennes, pareil. Le lithium marche de la dépression bipolaire. Quand vous posez la question, il faut regarder est-ce qu'on parle du traitement aigu de la dépression ou est-ce qu'on parle de la prévention de la rechute. Parce que si demain vous faites, je sais pas, une pneumonie à streptocoque, vous avez un antibiotique, mais vous l'arrêtez quand vous êtes guéri, ça sert à rien de le garder, voire même ça aggrave les choses. Donc en fait, vous voyez, typiquement, c'est le genre de question où si on veut répondre correctement, il faut passer une demi-heure. De quel patient on parle? Est-ce qu'on sont type 1, type 2? Est-ce qu'ils sont des problématiques psychotiques? C'est un foutoir pas possible. La différence entre les deux, c'est vraiment unipolaire, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Bipolaire, tout ce qui est antidépresseur, tricyclique, venlafaxine, du duloxétine, etc. On fait gaffe parce que ça peut foirer. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde. Donc vous avez des patients, ils sont bipolaires plein gaz. Franchement, c'est des artistes, ils ont fait une phase maniaque. Ça fait 10 ans qu'ils sont sous antidépresseurs et ça se passe très bien. Donc c'est toujours le même problème, c'est que il n'y a pas de vérité absolue. Vous pouvez faire des phases maniaques avec un anti-maniaque. Vous pouvez faire des dépressions à cause d'un antidépresseur, insomniaque à cause d'un somnifère. Enfin, c'est le foutoir. Je veux dire, oui, c'est le foutoir. C'est de la psychiatrie, quoi. Mais du coup, voilà. Enfin, on n'est pas sûr du diagnostic, on n'est pas sûr du traitement, on n'est pas sûr des effets secondaires. Alors, si vous dites j'ai pris le traitement 2 heures après, j'ai une dent qui est tombée, c'est probablement pas ça. Si vous dites depuis que je prends votre antidépresseur, je me sens moins bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'antidép, quoi. Donc, ou alors, des fois, c'est moins bien, mais en fait, si on attend un peu, ça va mieux. Parce que moi, quand je prends ma Ketia, au début, je dors 15 heures par jour. 15 heures par jour, je ne sais pas si vous voyez le truc, je veux dire. C'est que ça. Mais j'étais tellement mieux que j'ai dit, fuck, je garde quand même la Ketia. Donc, il y a des fois, si un effet secondaire, il peut passer dans le temps, des fois, il peut s'aggraver. Enfin, c'est le foutoir, quoi. Alors là, ça dépend des gens. Ah d'accord. Ça dépend des gens. Est-ce qu'il y en a, il arrive pas. Le cynisme et le cynisme. Le cynisme. Le cynisme, c'est rigoler des trucs graves et ça peut être les deux. C'est toujours pareil en fait. Mes réponses, ça peut être parce que vous avez trouvé ça comme façon de vous défendre et de vous détacher. Ça peut être parce que vous êtes décompensé. Ça peut être parce que vous avez une atteinte bulbaire et que vous rigolez tout le temps, comme le Joker là. Ça peut être que vous avez pris de la coke. C'est parce que dans votre famille, ils se marrent souvent. Ça peut être plein de trucs, quoi. Donc, moi, tant que ça marche, ça me va. Si quand vous voyez Santé mentale, grande cause nationale, et ils font une photo sur les marches du Festival de Cannes, ça vous fait marrer et que vous dormez bien, c'est parfait. Moi, ça me donne la nausée, mais voilà. Si ça marche, franchement, il n'y a pas de problème. Ouais, je trouve que c'est assez triste, ouais. Je trouve ça assez triste. Alors après, c'est pas perdu, hein. Moi, je suis en train de faire une pétition pour qu'on rembourse les traitements hors AMM pour que les psychiatres puissent prescrire du pramipexole ou de la metformine sans se faire emmerder. Donc, si ça se trouve, ça va passer juste pour 2025. Il n'est pas trop tard. En fait, c'est pareil. Il n'y a pas de limite. Là, c'est de la schizophrénie. Là, c'en est pas. En fait, on est tous susceptibles d'avoir des problématiques psychotiques. Donc là, c'est délire ou hallucination. Moi, si je dors pas bien, j'entends ma femme qui me dit « Où est-ce que t'es ?» Et donc, j'hallucine. C'est juste une hallucination auditive, hein. Il y a des patients qui ont ça que s'ils dorment pas il leur manque 2 heures de sommeil, hop, ils sont plus fragiles. Et à l'extrême opposé, il y a des gens qui, de façon constante, ont des informations que leur cerveau donne qui sont pas en adéquation avec ce qui se passe autour d'eux. Et donc, ça va de très atteint à légèrement atteint à pas du tout. Il y a des gens où vous pouvez faire ce que vous voulez, ils vont jamais halluciner un truc.
Donc là, en fait, c'est toujours la même façon. Enfin, moi, en tout cas, c'est est-ce que ces symptômes sont un problème? Est-ce que vous avez déjà testé d'autres choses avant? Si ça marche pas, est-ce que vous voulez tester un médoc? Et c'est tout, quoi. Mais c'est rare d'être schizophrène. Enfin, quand vous dites schizophrène, moi, par exemple, je sais même pas de quoi vous parlez. Parce que ça peut être un patient qui a fait un épisode aigu une fois et qu'on ne le fera plus. Ça peut être un patient qui a jamais fait d'épisode aigu, mais qui est en retrait, qui est un petit peu étrange, qui n'arrive pas à interagir. Et donc, en fait, la description est tellement vaste que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et donc, les études des labos, en fait, pour étudier les molécules, ils prennent des patients qui fument pas, qui boivent pas, qui n'ont pas de problème d'anxiété, qui n'ont pas de problème de machin, qui sont pas SDF. Enfin, et du coup, vous avez une info qui... C'est des patients que moi, j'ai pas au cabinet, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Ouais. Mais c'est pour ça que... C'est pour ça que moi, je fais le maximum pour rester loin de ce genre de problème. Donc, je prends mes médocs tous les jours, je fume pas, je bois pas, machin. Mais la maladie vous emprisonne. Hein. Mais quand vous avez un cancer et que vous êtes en rémission de cancer et que c'est un cancer du poumon et que vous toussez, c'est le même trip. Hein. Est-ce que je rechute? Est-ce que je rechute pas? Enfin, et la maladie laisse des cicatrices, soit personnelles, soit avec les autres, qui n'est parfois pas possible de réparer. Hein. Donc moi, j'ai des familles qui éclatent complètement parce que la famille ne peut pas comprendre ce que c'est que de vivre avec un trouble bipolaire. Ils ne peuvent pas piger. Enfin, je veux dire, franchement, les gars qui se sont échappés des camps de concentration, ils peuvent nous raconter leur histoire, mais on ne peut pas piger. Hein. Je veux dire, on ne peut pas comprendre. C'est inimaginable. Et donc, je pense qu'il y a des trucs qui ne se partagent pas. Et à l'inverse, moi, je ne sais pas ce que c'est que de vivre avec un patient bipolaire. Et donc, je ne peux pas imaginer, du coup, ce que ma femme a traversé. Donc, maintenant, la question, c'est pas forcément est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ce qu'ils font, c'est plus est-ce que ce que vous avez comme interaction avec votre famille est agréable ou pas. Si ça l'est pas, est-ce que vous pouvez la corriger? Si c'est pas corrigeable, il faut se casser. Ça, c'est des trucs que vous apprenez en thérapie. C'est pas le médoc. Vous pouvez mettre des intraveineuses de lithium. Ça vous apprend pas à gérer les relations. Ça vous apprend pas quand est-ce que je quitte mon boulot, parce qu'il y a des gens qui sont dans des boulots dégueulasses et on se dit mais putain, il aurait fallu se casser avant. Il y a des gens qui ne changent jamais de partenaire. Il y a des gens qui sont dans des relations toxiques, qui enchaînent les relations toxiques. Et donc, ça, c'est l'exemple typique de... Il faut qu'il y ait de la thérapie. Parce que quand vous faites 20 ans de maladie mentale, vous avez du retard. Vous avez du retard pour gérer vos relations avec les autres, pour mettre des limites, pour qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et donc ça fait partie des trucs qui doivent être rattrapés une fois que les gens sont stables, parfois même alors qu'ils sont pas stables parce qu'on n'arrive pas à avoir mieux. Et en fait, l'offre de soins en psychologue, elle n'est pas forcément très fournie non plus en France. Hein. Je veux dire, c'est la dèche sur le plan pharmaco, mais sur le plan psychiatrique, c'est pas non plus contrôlé. Et si c'était contrôlé, je ne sais pas qui devrait contrôler, parce que si la Sécu commence à contrôler les psychologues, vu comment ils le font avec les médecins, on n'est pas dans la merde. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais oui, il y a des choses à bosser. Et si la famille est toxique, clairement, il y a des gens, leur famille est tellement toxique qu'ils n'ont aucun impact sur leur environnement. Voilà. Les gars à Gaza, là, à mon avis, ils peuvent faire de la thérapie. C'est mal barré pour eux. À l'inverse, il y a aussi des gens qui se disent « mon environnement est atroce » et qui savent pas gérer leur environnement et qui doivent apprendre à gérer leur environnement. Et ça, c'est pareil, c'est pas le boulot du psychiatre. C'est le boulot du psychiatre de dire « là, il y a un souci » et de rediriger. Mais ça fait partie des choses indispensables. Ouais. Oui, parce que la définition est floue. Là, aujourd'hui, trouble bipolaire, c'est fait comme ça dans le DSM. Là, c'est est-ce que vous avez fait une phase maniaque, oui ou non? Si vous en avez fait une, vous êtes bipolaire. Si vous n'en avez pas fait, vous êtes tout le reste. Donc, dans les gens unipolaires, on a dit il y a un mélange de bordel de tous les côtés. Aujourd'hui, si vous êtes un écrivain, que vous avez fait des dépressions régulières pendant 30 ans et que après un traitement
contre le cancer de la prostate, vous faites une phase maniaque, on dit « Ah, c'est un trouble bipolaire qui débute à 55 ans ». Mais en fait, la maladie était là depuis perpète les Olivettes. Donc, pour répondre à votre question, c'est toujours pareil, je suis désolé. Ça dépend de la définition qu'on a du trouble bipolaire. Si on regarde des critères tels que dans la famille, est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'il y a des gens impulsifs, est-ce qu'il y a des problèmes psychotimiques récurrents, la grande majorité, c'est entre 15 et 25 ans. Plus c'est génétique, plus c'est tôt. Et moi, par exemple, dans ma famille, j'ai un trouble bipolaire textbook, alors qu'il y a zéro trauma, zéro machin. Donc moi, sur le plan génétique, par exemple, ça pèse beaucoup plus lourd. Donc si mon gamin fait une dépression à 12 ans, c'est pas tout à fait pareil. Et s'il fait 15 dépressions dans sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'il est bipolaire ? On peut dire qu'il est maniaco-dépressif, mais on peut pas dire qu'il est bipolaire. Donc en fait, là, c'est un exemple de problème de diagnostic qui nous donne des stats un peu pourris et qui font qu'il y a des psychiatres qui vont dire il est bipolaire, lui, il est pas. Donc en fait, en l'état, vous pouvez avoir des troubles bipolaires n'importe quand. L'humeur est régulée comme un thermostat. Donc vous avez des zones qui doivent booster l'humeur, des zones qui doivent diminuer l'humeur. Vous pouvez avoir des tumeurs dans les régions qui doivent diminuer l'humeur. Ça marche plus, vous faites une phase maniaque. Vous êtes classé bipolaire, mais ça n'a rien à voir avec le bipolaire qui a débuté tôt. Donc voilà. Alors dans le DSM, ils disent si jamais c'est expliqué par une autre maladie, c'est pas un trouble bipolaire. Sauf qu'on n'arrive pas à éliminer toutes les maladies. Il y a des gens qui font des scléroses en plaques qui vont chez le psychiatre 10 ans avant. Et donc, soit ils n'ont pas de bol, ils ont 2 maladies, soit la sclérose en plaques a des symptômes psychiatriques avant d'avoir des symptômes neurologiques. C'est le cas pour la démence, par exemple. Donc, en fait, tout est possible et c'est un foutoir. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je sais pas ce qu'il y a dans les tableaux des maladies professionnelles. Les toxiques, ça pareil, ça dépend ce que vous dites. Il y a des patients pour lesquels la caféine, c'est toxique, et s'ils prennent 3 cafés, ils commencent à être speed pas possible. Il n'y a rien de pire pour la maladie mentale que l'alcool, le cannabis ou la coke. C'est un désastre. C'est-à-dire que, il y a des psychiatres qui se désengagent même, qui disent, écoutez, là, il y a du cannabis tous les jours, je vais pas vous filer de médoc, on va perdre du temps, vous revenez me voir quand vous êtes prêt, qu'il y a moins de cannabis. Vu qu'il y a 50 patients qui attendent, qui eux ne fument pas, à mon avis, ça se discute. Ça veut pas dire qu'on laisse les patients qui ont une addiction dehors, hein. Mais l'impact est tellement majeur que ça peut faire tout capoter. Les métaux lourds, pour moi, c'est pareil. Quand les enfants ont une intox au plomb, avec des doses énormes, c'est facile, ça se voit. Là, si la question, c'est sur le plan psychiatrique d'habiter près d'un golfe, est-ce que ça peut augmenter le risque de troubles bipolaires parce qu'il y a des insecticides, ils ont fait l'étude avec Parkinson, là. Moi, mon avis, c'est qu'on est en train de petit à petit s'empoisonner de tous les côtés et qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas trop quoi... Vous voyez, c'est un bon exemple de... moi, je subis un peu comme tout le monde et ils s'en foutent, hein. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Mais donc, il y a un impact qui n'est même pas quantifiable parce que je ne sais pas comment on ferait l'étude, quoi. Et ça n'intéresse pas beaucoup de monde, de toute façon. Non, parce que ça va trop gêner. Puis ça demande un fric énorme aussi, hein. Ça demande un fric parce qu'il faut prendre des gens qui n'ont rien pour dépister des taux légers, voir si, vu que l'effet est peu. Parce que si vous dites, est-ce que de sauter du 8e étage sans parachute, c'est dangereux ou pas, vous en balancez 3-4 et puis le statisticien il vous dit bon Bernard, on a ce qu'il faut là, il n'y a pas besoin. Si vous voulez regarder si d'habiter un golf à 50 mètres c'est plus dangereux que d'habiter à côté d'une usine de plomberie à 70, l'effet est petit, donc il faut des millions de patients. Donc là, c'est un pognon. Donc ce sera pas vraiment fait, quoi. Donc moi, je suis en train d'essayer de faire signer une tribune par des médecins. Donc vous m'entendrez pas dire il y a des médecins qui salopent les gens avec les prescriptions. Ce serait vraiment très bête de ma part. Moi, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a 2 façons de voir. Il y a 2 situations qui sont différentes, à mon avis. Il y a la maltraitance médicamenteuse par incompétence, mais de bonne foi. Moi, clairement, il y a des patients qui ont trop de médoc,
clairement, je m'en suis rendu compte le jour où ils m'ont dit « Bon, bah, écoutez, j'ai tout arrêté, ça va 10 fois mieux », mais ça n'a jamais été que le résultat d'une réflexion cohérente qui n'a pas marché. Vous avez des patients qui se retrouvent avec des prescriptions qui ne sont pas forcément rationnelles ou justifiables. Et à mon avis, c'est effectivement classant comme maltraitant, ça dépend de ce que vous appelez. Mais encore une fois, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait être autrement, parce que si les professionnels, c'est même pas que les médecins, ne sont pas récompensés quand ils bossent bien et punis quand ils bossent mal, qui se mettent pas à jour, je ne pense que ça ne peut être que comme ça. Donc clairement, tant qu'il n'y a pas de répercussions comportementales à ce que font les soignants, il y aura des situations de négligence, mais je pense pas que la réponse viendra des soignants, parce que eux, ils n'ont aucune raison de modifier le truc. Et c'est même pas une critique. Enfin, moi, quand je rentre, j'ai 2 gamins, j'ai les chiens. Je jette pas la pierre à ceux qui, quand ils rentrent, ont une famille à gérer ou leurs emmerdes, etc. Mais par exemple, ça pourrait être, les médecins sont payés à se former 1 heure par semaine, obligatoire. Ils bossent pas en plus, c'est inclus dans leur temps de travail. Et ça pourrait être mis en place demain, ça. Je veux dire, il n'y aurait pas de problème. Parce que là, si moi, demain, je vais bosser au SPAL, il faut choisir entre se former et voir des patients. Donc, en gros, il existe des gens profondément malveillants qui salopent tout, que ce soit chez les médecins ou les plombiers ou je sais pas quoi. Et ceux-là, ils sont dangereux, il faut s'en méfier. Il existe aussi des gens qui sont pas forcément mauvais, mais qui sont transformés comme étant inopérants ou inefficaces par le système. Mais je pense que la réponse vient du système, quoi. Et j'ai peur que quand les patients disent « les psychiatres nous salopent », il y a du vrai, mais que les psychiatres compétents et qui se crèvent le cul, ça les agace un peu. Parce que moi, je connais des médecins, honnêtement, quand ils voient des trucs, les psychiatres sont là pour nous contrôler et nous shooter, ça les gave. Hein. Je veux dire, il y a des psychiatres qui se disent « putain, je vais faire autre chose, quoi ». Et à l'inverse, je pense que les médecins peuvent pas dire autre chose que il y a des fois où ça déconne plein tube et il faut corriger. Ils peuvent pas dire on soigne tout le monde très bien, moi le premier. Donc je pense qu'il faudrait un peu de nuance, parce que moi j'ai l'impression de là où je suis que ça gueule de plus en plus fort du côté des soignants, des patients, mais sans réelle solution derrière, quoi. Je veux dire, donc je sais pas quoi faire. Si j'étais soignant, je saurais pas quoi faire. Patient, je sais pas quoi faire. Alors moi, typiquement, il y avait, c'était au début de Santé mentale, grande cause nationale, et ils avaient proposé d'élire quelqu'un pour représenter le truc. Et du coup, moi, je m'étais présenté et j'avais plein de votes. C'est pas le deuil j'avais plein de votes et je sais pas ce que j'aurais foutu avec ça, mais et il y a eu quelqu'un de Mad Pride, je crois, qui est le président de Mad Pride, qui a dit vous êtes auteur de violences sexistes et sexuelle, donc vous devriez dégager, c'est inadmissible. Et moi, je savais pas trop à quoi il faisait référence. Et en fait, c'est ma première dépression quand j'avais 16 ans. Il y avait ma copine de l'époque qui m'avait trompé. Et à un moment où je dormais plus, j'avais fini par l'appeler 20 fois en disant « c'est quoi ce bordel ?» Moi, je suis très inquiet sur les définitions de violence qu'on a, parce qu'il y a des gens qui se sont fait violenter et qui ont été violents. Et il n'y a pas de doute. Et il y a des gens où, si on les inclut dans le terme violence, on va mettre n'importe qui et on va diminuer le risque, enfin, la prise en charge des gens qui sont vraiment concernés. Donc, ouais, Mad Pride, c'est vrai que moi, mon expérience n'est pas très bonne. Et à côté, clairement, qui donne quelque chose, ne serait-ce que sur l'aspect communautaire, s'il faut choisir entre seul à la maison ou aller voir des gens réunis par cette affliction commune, il n'y a aucun doute qu'il faut le faire. Hein. Mais il y a des positions un peu extrêmes qui se font, genre sur la contention. Moi, je ne suis pas pour la contention. Je ne suis pas pour que les flics plaquent les gens au sol. Il y a des fois, c'est un abus. Et il y a des fois, je ne sais pas comment faire du tout. Hein. Je ne sais pas comment faire autrement. Et je ne sais pas comment on peut porter le message « Allez, on abolit la contention », alors qu'il y a de moins en moins de psychiatres, il y a de moins en moins de places aux hôpitaux psychiatriques, il y a moins en moins de psychiatres libéraux. Pour moi, c'est un peu un mensonge aussi, quoi. C'est vraiment des chimères. Je ne vois pas comment c'est possible.
Donc je pense qu'il y a pas, et ça manque de nuance un peu dans Matt Prime aussi. C'est comme le traumatisme. Vous voyez, quand moi je dis j'ai pas eu de traumatisme, ben j'ai pas eu de traumatisme. Mais putain, j'ai pas eu de traumatisme. Enfin, je suis désolé, je vais pas les inventer. Et il y a des gens qui disent oui, mais en fait, on peut avoir des traumatismes dont on ne se souvient pas, et du coup, tout le monde peut être traumatisé. Donc, c'est pas parce que vous avez eu pas de traumatisme que vous n'en avez vraiment pas eu. Et donc, le traumatisme peut être à l'origine de maladies mentales. Je pense qu'il faut faire gaffe parce que moi, ne serait-ce que si on fait une étude et qu'on étudie les répercussions des traumatismes chez les gens et qu'on me fout à côté de gens qui ont été agressés sexuellement, etc., on va avoir des problèmes sur les résultats, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe. Et alors, moi, personnellement, mais c'est mon avis, je n'ai aucune fierté d'être bipolaire. Quand je suis dépressif, je suis pas très agréable. Quand je suis en phase haute, je suis odieux. Je n'ai aucune fierté. J'ai honte de ce que j'ai dit et pensé. Et je vis avec cette honte tous les jours. Et ça m'aide à prendre mes médocs à 7h30 le matin. Je déteste les mouches. À midi, à 18h et à 20. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'être malade. Il y a de la nuance qu'il n'y a pas là. Je trouve qu'il n'y a pas. Mais c'est normal, encore une fois, c'est normal. Quand vous avez des médecins qui disent tout va bien, vous avez des patients qui disent les médecins sont des enfoirés. Enfin, je veux dire, c'est inévitable, quoi. Mais je pense que ça crée plus de conflits et de discorde que de solutions. Donc, alors moi, vous voyez là, moi j'essaye de répondre sur ce que je connais. Vous me demandez une prédiction sociétale ou sociale. Après, les médias, c'est les médias. Mais souvent, on entend parler, il avait un trouble mental. Voilà. Alors là, ça va pas vous plaire. Je le fais quand même parce que je m'en fous. Les patients atteints de troubles psychiatriques, notamment graves, sont plus violents que les patients pas atteints de troubles psychiatriques. Les études sont indiscutables. Ça ne veut pas dire que tous les patients sont violents et une minorité de patients atteints de troubles psychiatriques sont à l'origine de la majorité des violences commises par ces gens. Okay. Donc on ne peut pas dire un truc du genre les patients en psychiatrie ne sont pas plus violents que les autres. C'est juste pas possible. Si on met des patients unipolaires, des troubles anxieux légers, et qu'on mélange tout ça avec des patients atteints de schizophrénie ou de troubles bipolaires, on peut dire qu'il n'y a pas de différence. Si vous prenez les patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie qui ne prennent pas leur médoc et qui consomment de l'alcool, ça ne veut pas dire que c'est de leur faute, on est d'accord. Hein. Moi, l'alcool, ça ne me donne rien. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des cerveaux qui adorent ça. Donc, quand je dis un patient qui consomme de l'alcool est violent, c'est pas forcément. Ça peut être juste le symptôme de sa maladie, on est d'accord. Mais ces patients-là sont en moyenne plus violents. Donc on ne peut pas dire aux gens, ils sont moins violents, il y a de la stigmatisation, c'est pas possible. À mon avis, c'est encore une fois dire quelque chose qui est faux, et on ne peut pas, pour déstigmatiser, dire des trucs qui sont faux aux gens. Donc moi, je pense qu'il faut faire gaffe. Il y a de la violence, la maladie mentale. La violence fait partie de la maladie mentale pour certaines pathologies. Il y a 80% des patients, quand ils sont en phase haute, ils sont agressifs. Le symptôme le plus fréquent, c'est d'être agressif. Et donc, moi, j'ai vu des patients se ruer sur des flics en furie. Les flics sont très gênés parce que le taser ne marche pas, vu qu'ils ont déjà des neuroleptiques non-stop. Et donc, c'est souvent des scènes catastrophiques. Et ces mêmes patients dire après, j'ai jamais été violent, j'ai toujours été gentil. Je pense qu'il faut vraiment faire gaffe parce que ça rend service à personne. Les soignants qui ont bossé dans des unités de service psychiatriques, là, ils savent vous dire qu'il y a de la violence et des fois, c'est inévitable. Et c'est pas grave en soi, honnêtement. Alzheimer, ça donne des gens violents aussi. Et vous n'avez pas tout le monde en train de dire les gens atteints d'Alzheimer sont pas plus violents. Enfin, je veux dire, la réalité est là. L'effet est faible parce que ça représente une minorité des violences, très largement, mais le risque est légèrement rajouté. À partir de là, très clairement, moins les gens sont soignés, plus il y a de la violence, et donc probablement qu'on va avoir effectivement des situations problématiques rares, mais qui bénéficient d'une exposition médiatique de dingue. Cela dit, le système des médias est problématique aussi. Ils sont invités à mettre des trucs qui donnent des émotions, et la nuance n'intéresse pas vraiment les mondes. Cela dit, en science, c'est pareil. Si vous publiez un article dans lequel vous dites « j'ai fait une étude, elle est négative, il faudrait qu'on fasse gaffe pour le reste », tout le monde s'en fout. Vous êtes encouragé à publier des trucs
vrai, sensationnel, pas très probable. Et c'est comme ça qu'on a tous les mois, le chocolat réduit la mortalité de 22%, le mois d'après, c'est les carottes, puis le chocolat augmente le risque de... Donc oui, il y a un problème de la façon dont les médias sont gérés. Moi, je suis pour un régime totalitaire sur le plan des médias où on ne laisse passer que ce qui a été évalué de façon complètement indépendante par des autres. Mais bon, ça, c'est pas mon domaine du tout, donc je vais peut-être dire des conneries. Mais oui, enfin, plus la société est en difficulté sur le plan financier, etc., plus il y a de problèmes de maladie mentale. Et ben, c'est juste l'énergie. Les phases basses, les gens sont fatigués, ils n'ont pas le courage de faire quoi que ce soit, le cerveau fonctionne au ralenti, ils n'ont pas de plaisir, il n'y a plus d'interaction, ils n'ont pas d'idées, ils ne peuvent pas se concentrer. Je n'ai pas parlé d'humeur. Et les phases hautes, ils ont de l'énergie. Donc, vous avez des patients qui vous montrent des baraques en 3 jours. Ils ne dorment pas, ils ne sont pas fatigués, mais ils peuvent être angoissés. Un des symptômes les mis en avant quand les gens viennent pour une phase maniaque, c'est qu'ils sont tristes. Parce qu'effectivement, l'humeur peut être cartonnée quand on ne dort pas, quand on commence à s'engueuler avec tout le monde. Et donc, c'est vraiment une question d'énergie. Donc, c'est un bon exemple des critères diagnostiques du DSM qui ne sont pas très, très bien faits. Et tant qu'ils ne seront pas revus, on va avoir du mal à trouver des choses sérieuses, à mon avis. Ah ben, vous voyez, la quétiapine, là, c'est le traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché pour la dépression bipolaire. Et il n'y a que 25% des gens qui vont mieux avec par rapport à du sucre. Alors en vrai, le vrai chiffre, c'est qu'il faut traiter 4 patients pour qu'il y en ait un qui se trouve amélioré avec le traitement versus mettre du sucre. Les médecins ne prescrivent pas de placebo, c'est tragique. Donc en fait, quand je mets un médoc, la différence entre dire je mets rien, vous débrouillez, et mettre un médoc, elle est plutôt de un patient sur 3 ou un patient sur 2. Mais du coup, ça fait quand même 50 à 60% des gens qui répondent pas, ou alors qui répondent légèrement de façon partielle, où il y a moins de phases hautes, moins de phases basses. Il y a des patients, malgré tous les traitements du monde, ils vont faire des phases un peu hautes et des phases un peu basses, parce qu'ils répondent pas aux médicaments, quoi. Et il y en a. Hein. Moi, je pense qu'il faut lâcher l'affaire que quand on a fait la base. Donc, dans la dépression, il faut mettre du pramipixole. Dans la schizophrénie, il faut mettre de la clozapine. Enfin, il y a des trucs de base à faire. Et puis, une fois que la base a été faite et que la réponse n'est pas satisfaisante, c'est là où on commence à peut-être essayer de s'aménager autour des symptômes et de composer avec ce qu'on a, quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun effet, qui n'ont plus de symptômes, mais qui n'ont plus d'émotions non plus. Donc, sous lithium, le classique, hein, c'est la vie était avant très colorée et là, il n'y a plus d'émotions du tout. Et en moyenne, les patients bipolaires, ils vous disent « je préfère encore avoir des émotions que d'avoir ce truc ». Mais donc, en fait, c'est pareil, c'est une transaction entre les effets secondaires et l'efficacité, parce que c'est pas ça marche ou ça marche pas. Ça, c'est simple. Quand ça marche pas, franchement, les gens, ils arrêtent, on n'en parle plus. Quand ça marche sans effets secondaires, c'est nickel. Quand ça marche avec des effets secondaires, il y a un choix à faire. Et quand ça marche à moitié, il y a un choix à faire aussi. Par exemple, c'est à vie. Il y a des patients où c'est à vie, ouais. Il y a des patients où c'est à vie. Ouais. Et donc, il y a des critères, ouais. Si dans la famille, il y a 4 suicides et 7 dépressions, probablement que ça a plus de risque d'être à vie que si dans la famille, il n'y a rien. Mais oui, il y a des gens, c'est à vie. Hein. Mais le diabète, c'est à vie. L'euphorie qui est pas explicable, en fait, hein, où c'est une espèce de poussée de cocaïne lors des phases hautes. Le problème, c'est qu'avec le temps, en moyenne, les phases hautes euphoriques deviennent de moins en moins euphoriques. Le ratio, au début, c'est parfois purement maniaque, zéro dépression. Et au fur et à mesure, le ratio n'est pas terrible. Et en fait, la lune de miel de la maladie, au début, finit par tomber un petit peu en fumée. Donc, si vous allez dans les cliniques psychiatriques, par exemple, vous avez une pelle de patients qui font plus que des dépressions et qui n'ont pas pris de médoc ou pas assez parce qu'ils voulaient garder les phases maniaques, quoi. Donc, c'est la phase maniaque sur laquelle les gens doivent faire un trait. Donc, par exemple, moi, j'ai jamais connu ça. Donc, c'est beaucoup plus facile de prendre le médoc parce que moi, la maladie sur ces manifestations humeur m'apporte rien de positif. Il y a des gens qui adorent ça, qui fonctionnent grâce à ça. Il y a des gens qui ont construit leur vie autour de ça. Vous avez des artistes qui se font des dépressions l'hiver et qui, l'été, écrivent leurs chansons et ça continue. Donc enfin, c'est toujours une transaction et c'est pas les psychiatres qui peuvent décider. C'est parfois pas les patients et c'est leur famille.
Et après, ça appartient aux gens, quoi. Donc, en fait, moi, en tant que psychiatre, j'offre le choix. Je pense que le lithium donne un choix qu'on n'avait pas avant. Il y a des gens qui sont morts, qui n'avaient pas le choix. Mais ça n'est rien de plus qu'un choix, quoi. Il y a des fois où c'est forcé parce qu'il y a des patients qui sont violents, etc. Mais ça, c'est une minorité. Donc, dans 99% des cas, c'est un choix. Alors, est-ce que la maladie nous laisse choisir ou pas? C'est autre chose. Mais sur le principe, c'est un choix, quoi. On l'arrête. Hein. Je suis désolé pour les patients que je connais, que je vois que j'ai pas réussi à aider. J'ai fait de mon mieux. J'espère que ça va. Et merci de m'avoir invité. Hein. Merci beaucoup.